Bienvenue au podcast Oser l'amour avec Anissa et Géraud. Comment tu te sens, mon cœur? Ah, j'ai pas le temps là. Je me sens présent et effectivement, j'ai cash direct. Ouais, on a eu un emploi du temps qui est un peu chargé. Du coup, j'ai dit c'est bien, parce que Géraud, quand il est comme ça, il est sans filtre. On a posé la question à nos communautés concernant le couple et aussi la sexualité, peut-être des questions qu'elles n'osent pas ou qu'ils n'osent pas poser. Donc, tu n'as pas eu les questions avant, donc moi, je vais te les lire. Et, et l'idée, c'est de voir en fait ce qui te vient tout de suite. Tu nous fais ton retour et puis après, on échange sur le sujet. Ça te va? Avec plaisir. Ok, let's go. Donc, je vais commencer. Donc, je lis les questions et on voit ce qui... On y va crescendo ou tu tapes direct dans le dur? Franchement, je les prends dans l'ordre. Ok. Je les prends dans l'ordre. Alors, c'est vrai que j'ai pris celles qui étaient en story, donc elles sont plutôt courtes. Ok. Voilà. Puis après, il y a eu tous les livres. Ceux-là, je les ai laissés pour la fin. Voilà, les pavés. Voilà. Les pavés. Les pavés, voilà. Histoire, Voilà, il y a une femme, elle m'a Mon envoyé histoire commence 6... en 1981. Je pense qu'elle avait plus assez de caractère, donc j'ai eu le droit à 6 messages. Donc bon, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'histoires là pour le coup. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, arrêtez les pavés. Vous ne serez pas sélectionné en priorité a priori. Ok, allez, première question. Alors on y va direct, là on parle sexualité. Faut-il s'abstenir sexuellement en début de relation? Est-ce que c'est une preuve de sérieux? Ça dépend avec qui. Ah, c'est-à-dire Ça dépend avec qui. Et puis s'abstenir, c'est quoi? c'est genre pas coucher le premier soir, quoi. Bah oui, mais ça c'est la base quand même. Voilà. Mais non, c'est pas logique, tu vois. C'est Dit qui début de tout double, hein. relation. C'est qui tout double. Faut que... Pour moi, c'est une histoire aussi de culture. Ah, Dans tous les sens du terme. Je parle pas juste maghreb ou français. C'est même voir qui t'es en face de toi. Il y a des hommes pour... Enfin, personnellement, quelqu'un une femme avec qui j'ai un rapport dès le premier soir, c'est cool, mais ça me fait me questionner quand même. ah waouh, ok. Donc, Il y a le fameux, si elle a fait ça avec moi, elle a fait avec les autres. oh là là, ok. Donc, Mais ça marche pas la notion même de... si elle me dit t'es le premier, etc. Voilà, c'est ça. Alors le truc t'es le premier, soit t'as les hommes qui vont dire elle m'a dit que j'étais le premier, donc j'y ai cru. D'autres qui vont dire ouais je suis le premier, ouais, c'est ça. Non, mais peut-être le premier avec qui elle s'autorise ça. Mais Le c'est ça. Alors, feeling, tout ça et tout. ça m'est déjà l'envie. arrivé dans une vie antérieure passée il y a longtemps. Oui, parce qu'il n'y a, Tu pas vois, eu- avant il y a eu nous. que moi. Oui. Et j'avais. Ça m'est arrivé et j'ai pas eu ce jugement en fait. Ah, ok. Parce qu'effectivement, j'avais en face de moi une femme qui avait une certaine maturité, une certaine. C'était un waouh, tu vois. Il y a aussi les fameux les coups de cœur, quoi. Les coups de cœur, mais qui n'ont pas duré évidemment. Ok, Mais, donc selon toi, à ton point de vue d'homme, il vaut mieux quand même peut-être attendre. Ouais, éviter quand Voilà. même, éviter quand même. Donc début de Franchement. relation, tu préconises d'attendre combien de temps? À peu près 2-3 rendez-vous? Attends, mais je suis pas docteur. Non, mais à peu Dr. près. Love, Non, mais mais, juste par rapport à toi, je veux dire... Ouais, franchement, pour moi, c'est au moins entre 2 et 5 rendez-vous. Ok. Super. Super. En PUA, on dit toujours, c'est pareil, le premier rendez-vous, l'art de la drague, si tu veux. Même si pour moi, je trouve que c'est loin derrière, que c'est un truc. C'est un bon départ pour certains hommes qui veulent pouvoir accoster et échanger avec des femmes. C'est toujours mieux de commencer par un café, quelque chose de neutre. Tu vois, il n'y a pas de charge. Un dîner, il y a déjà une pression en fait. Un dîner, il peut y avoir le truc inconscient de l'homme de je l'invite à dîner, donc j'attends de la sexualité, Oh, wow. j'attends en fait un échange. Il y a des hommes pour qui inconsciemment c'est là. Tu leur dis comme ça, ils vont dire bon, non, c'est juste par grand cœur. Non. Il y a le truc de je t'invite à dîner. Et en face, il y a le truc aussi d'une femme, la femme en face, qui peut avoir ce genre de pression de bon, il m'invite direct à dîner. C'est un peu qui tout double. Est-ce qu'on va s'entendre? Et est-ce que ça sous-entend qu'il y a plus ces affinités? Il faut rembourser aussi. Exactement, le fameux de... Je lui dois quelque chose. Le fameux, bon, bah maintenant, il faut que je le ramène chez moi ou il faut que j'aille chez lui, ou, tu vois. Alors qu'en fait, un café, moi j'aime, parce qu'un café, pour moi, c'est café, après faire une sortie, c'est-à-dire se voir dans un décor Une autre. expo. Voilà, autre que assis et face à face. Et, mais ça, c'est quand tu as envie Mieux connaître la de quelque chose, personne. comment dire, encore une fois, c'est quel est le pourquoi. Ok. Ça, c'est quand tu as envie de te poser avec quelqu'un. Si tu n'as pas envie de te poser et qu'il se passe un truc dès le premier soir, bon, bah. Non, nous, on est dans ce... On Quelqu'un est dans qui peut se mettre en couple. Voilà, on est dans ce registre-là. Franchement, à éviter. Voilà, ok, À éviter. d'accord. Alors, deuxième question. J'attire toujours des hommes qui me lâchent au final pour rien. C'est-à-dire qui me quittent pour rien. Alors, c'est Même- jamais pour rien. Voilà, mais c'est ça la question. Même pas pour une dispute, il se passe rien. Voilà. Ton avis, c'est quoi une femme en fait comme ça qui vit Qui attire des filles? Voilà. Bah, franchement, je le mettrais bien en corrélation. C'est la même personne que la Non, c'est question pas la d'avant. même.
Bah, si c'est quelqu'un qui couche que la première fois, il y a des chances que ce soit lié, tu vois. Ok, d'accord. Après, à voir quel est son système, en fait. Son histoire. On ne connaît pas son histoire. Enfin, ça, c'est son de cloche à elle. Moi, je serais curieux de voir la typologie d'homme qu'elle rencontre, voir son rapport à son père, le système de ses parents, le système où, tu sais, les hommes te fuient et bah, je comprends pas, il est parti. Bah, moi, je le vois. J'ai déjà Dans le comportement et tout. Moi, ça m'est arrivé de fuir. J'ai déjà vu des femmes où... Je vais te donner un exemple. C'était à plus de 15 ans, quand j'étais au Japon. Et j'étais sorti vite fait quelques jours avec une japonaise. Je vais dans un club où elle était, où elle travaillait. Et je la vois en train de parler à ses copines et dire ah ouais, c'est lui, tu vois. Et je regarde, je dis mais je suis un produit ou c'est quoi le truc? Et j'ai arrêté direct. Côté un peu immature. Tu fais quoi là? C'est quoi ton truc? Elle me dit ah, je parlais de toi à mes copines. Mais ne parle pas de moi à tes copines, on s'est vu une fois il y a 3 jours, tranquille. Tu vois, redescends. Et direct, c'est une gamine. J'ai cuté direct. Il y a une notion de maturité, quoi, en fait. Ok. Et c'est pas une question d'âge. Hein. Non, bien sûr, la maturité, c'est pas corrélé à l'âge. Bien sûr. On a l'âge de ses émotions aussi. Ça aide, mais quelqu'un qui a 25 ans et qui a fait un gros travail sur ses émotions peut être d'une maturité au-delà de quelqu'un de 40 ans qui n'a jamais fait le taf. Complètement, moi, je suis d'accord avec toi. Il m'a dit « je t'aime » assez tôt, avant d'être un couple. Est-ce forcément un signe que ce n'est pas authentique? C'est toujours ce qu'il y a derrière. Hein. C'est que représente le « je t'aime ». Est-ce que le « je t'aime », c'est vite, il faut que je lui dise pour la rassurer, parce que moi-même, je veux me rassurer et je veux m'accrocher à elle et je veux que... Voilà, c'est toujours ce qu'on met derrière. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un « je t'aime », vraiment, sincèrement, sans pour autant en fait que ça engage à quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut être en amour avec quelqu'un? Moi, je ne parle que de moi. Je parle que de moi. Le « je t'aime » là, comme ça. Je ne peux pas donner des grandes vérités absolues, parce que ça n'existe pas. Moi, j'ai déjà arrêté avec des femmes parce qu'elles me disaient « je t'aime » au bout de la 3e fois. En fait, ça montre un truc ça va dans tous les sens en fait. Oh, wow. Tu me connais pas, on se connaît pas, tranquille, tu vois. Pour moi, un je t'aime trop rapide, c'est j'aime ce que je projette sur toi. Wow. Ou j'aime l'idée d'être sécurisé à travers le fait de te dire. Oui, ou bien à l'inverse, voilà. Je me sécurise en vite te disant je t'aime pour faire le gars engagé, sérieux, etc. Ou à l'inverse, c'est un homme qui est un peu dépendant affectif et qui va. Ça fait 13 fois qu'il dit je t'aime cette année, tu vois, à 13 femmes différentes. Okay. En fait, tout ce qui est trop rapide, encore une fois, et c'est bien parce que la question du je t'aime, c'est la même chose. Ouais, s'offrir ou la sexualité trop rapide, le je t'aime trop rapide, on s'est vu 3 fois, attends, je te présente mes parents, mais ça m'est arrivé. C'est tiens, on va voir, il y a ma mère qui est là. Attends, je connais même pas ton nom de famille, tu vois. Calme-toi. En fait, quand ça va trop vite, c'est qu'il y a une peur derrière. Quelle est la peur derrière? Ok, on en parlait justement ce matin avec une jeune femme qui me posait des questions comme ça et je lui ai dit, avant 3 mois, je dis les 3 premiers mois, pour une femme en tout cas, moi c'est le conseil que je donnerais, profil bas. Pendant les 3 premiers mois, c'est pas de la manipulation, mais pendant les 3 premiers mois, il y a les 3 premiers rendez-vous, 3 premières semaines, 3 premiers mois. Ouais, puis lâche pas tout d'un coup. Voilà, y aller par étapes. Ni tu dis je t'aime, t'es la prunelle de mes yeux, ni tu lâches une caisse à table, ni tu vois ce que je veux dire? Non, mais faut y aller tranquille en fait. T'as des gens qui vont dire non, mais moi je suis nature peinture. Ok, bah va être nature peinture là-bas, tu vois, mais pas avec moi. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, c'est pas de la manipulation, mais tranquille, observation. Tu vois, en tout cas, pour une femme, c'est sans être dans la peur. Voilà, parce que les hommes, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, mais je pense qu'on va y venir, il y aura une question comme ça après. C'est vraiment prendre le temps, finalement, de faire connaissance avec l'autre, quoi. Il faut au moins 3 mois. Et puis prendre le temps de faire connaissance avec soi-même dans cette relation. Tu vois, pour avoir un peu de contour, avoir un peu de texture, de matière. On n'a pas été éduqué à aimer, on n'a pas été éduqué à avoir une relation. Justement, tu vois, je pensais te poser la question juste avant, mais je vais te la poser maintenant, parce que c'est en lien. C'est comment savoir si c'est le bon. Et tout à l'heure, il y a une femme qui nous a posé la question, comment savoir si c'est le bon. Et toi, tu as dit... si, tu as dit, nous on va se poser ça, voir si c'est le bon. Et les hommes, ils vont se poser, en tout cas toi, dans ta façon de voir les choses. La question, c'est est-ce qu'elle est relou? Est-ce qu'elle est chiante? Est-ce que je me projette avec elle? Tu vois? Voilà. Mais de voir si elle est relou. Il y a vraiment cette notion de relou, ça veut dire quoi en fait? Alors que ça, je parle de moi. Non, mais là, les questions, de toute façon, notre podcast, c'est que toi et moi. Hein. Okay. C'est notre perception à toi et moi. Mais donc, je vais devoir parler aussi de relations passées, d'interactions que j'ai pu avoir avec des femmes autrefois. Ah, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Okay. J'ai pas de problème là-dessus. Okay. Non, c'était intéressant de dire, est-ce qu'elle est relou? Et moi, j'ai trouvé ça tellement juste. Ah, oui. C'est pour ça que je dis dans les 3 premiers mois, profil bas. Parce qu'au moins, prendre le temps de s'habituer, de se découvrir, tout ça. Et c'est vrai qu'un homme, il va avoir tendance à fuir une femme
qui est Tu vois, là, je regardais, compliqué juste avant, je regardais des vidéos sur Insta, ça revient beaucoup. C'est des vidéos de caméras de surveillance en fait d'une femme qui est sur le perron et quand son mari il arrive, elle lui saute dans les bras. Tous les soirs, elle l'attend et tu vois le mari qui est heureux. Tous les soirs, il prend sa femme dans ses bras. Il est super heureux d'être attendu au retour du boulot par sa femme. Tu vois, bon, c'est un peu cliché, un peu famille Je Ingalls. fais ça tous les jours. Hein. Mais en vrai, clairement, on se le fait mutuellement et c'est excellent, tu vois. J'adore le fait de me sentir attendu et j'adore aussi parfois t'attendre et quand tu reviens d'un dîner ou quoi que ce soit ou un rendez-vous client ou cliente, peu importe, t'es célébré quand tu rentres. Ça, c'est un indice qui est vraiment engrammé aussi chez les hommes, en tout cas chez moi. Et une femme qui est trop compliquée dès le début, qui sait pas, les curseurs sont pas placés aux bons endroits. Tu m'as pas écrit aujourd'hui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Au bout de 3 semaines, vas-y s'il te plaît, fous-moi l'appel quoi. Mais on est nombreuses à faire Ah non ça. non, mais arrête là, tu vois. Mais on a besoin d'être Je veux mon sécurisé. Je veux mon message, mais pas au bout de 3 semaines. Va falloir être une grande Généralement, fille. Va falloir être une la grande fille première heure. et pas exiger que je sois ton père au bout de 3 semaines, tu vois. Ouais, je comprends Tu vois, tout à on n'est fait. pas vos darons. Donc, Ouais. à un moment donné, il faut être des femmes. Et nous, c'est notre taf d'être des hommes. Et tranquille, tu vois. Ou bien l'inverse. Parce que tu as les deux polarités. Où tu as les femmes qui gèrent le manipulation game. Et qui vont te répondre au bout de 3 jours. Qui vont te faire des trucs, tu vois. Là, c'est pareil, c'est pas clair. Pour moi, c'est vraiment un espace de clarté. Et après, quand la relation prend un peu de maturité. Et pour ça, il faut que les deux aient aussi une certaine maturité. Dire, OK, qu'est-ce qui est important pour toi? Bah, moi, franchement, juste un petit message le soir et ça me fait plaisir. OK. Mais pas tout de suite. Mais rien que d'avoir cette discussion-là, c'est un degré de maturité. C'est ça. Et un degré de confiance à l'autre, communication Exactement. avec l'autre. Tu peux pas faire ça dès le début, quoi. Mais pour ça, il faut sortir de la dépendance affective, des attentes et projections. Parce qu'au début, tranquille, quoi. Tu sais, le tout feu, tout flamme. OK, c'est cool qu'il y ait des papillons dans le ventre, qu'il y ait une ébullition hormonale et qu'on ait envie de l'un de l'autre, qu'il se passe plein de trucs. C'est cool. C'est à vivre. Mais est-ce que Mais ça je aussi, pense- c'est pas immature? C'est pas que c'est mature. Je pense que l'expérience, les années, la maturité t'apprennent à le canaliser. Tu peux avoir des papillons dans le ventre à 60 ans. Bien sûr. Tu vois, c'est juste, avec l'âge, bah, on apprend à canaliser tout ça. Et de pas être tout feu, tout flamme, tu vois, faire, je sais pas, un Paris-Marseille dans la nuit. Enfin, mais c'est OK, même ça, c'est beau, c'est cool de le faire. Ça Tu vois, dépend à quel moment de la relation. Voilà, ça dépend à quel moment de la relation, et c'est toujours la même chose, c'est le pourquoi, quoi. Et c'est ce recul que la plupart n'ont pas, c'est cette lecture que la plupart n'ont pas, et c'est ce qu'on apporte. Donc, du coup, comment savoir si c'est le bon, là, pour le coup, pour un homme? Déjà, il faut abdiquer avec cette histoire de bon, parce qu'en fait, que tampon viendra jamais. En fait, c'est l'expérience. Moi, je me suis jamais dit, Anissa, c'est la bonne. Je Ah sais bon juste que ce que je vis avec toi au jour le jour depuis 10 ans, chaque journée qui s'accumule depuis 10 ans, donc on est à combien maintenant? 10 ans. 3600, Ah oui, non, Quatre- 29 000 heures. 29 000 Mais heures et voilà. presque 4000 jours. Bah, ça fait 4000 jours en fait que j'aime ce que je vis avec toi, mais je me dis pas, c'est la bonne. Tu vois, c'est pas une question de c'est la bonne, est-ce que j'aime ce que je vis avec toi aujourd'hui? Oui, je me réveille. Est-ce que j'aime ce que je vis avec toi encore aujourd'hui? Oui, etc. Je prends la déclaration. Faut-il laisser une chance à une rencontre, même si le feeling n'est pas fort? C'est-à-dire que si... Mais au-delà du feeling, Ouais. est-ce qu'il y a un attrait intellectuel, émotionnel, physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie? Tu vois, est-ce que l'homme en face ou la femme en face te donne envie de le découvrir? Qui est pas un feeling, ça peut arriver, tu vois. Des fois, les premières rencontres, elles sont pas waouh, tu vois, et c'est pas grave. Ça dépend de qu'est-ce qu'on met derrière feeling, au final. Exactement. Et puis, mais si tu as en face de toi quelqu'un, voilà, ou je sais pas, tu as des amis communs qui, franchement, ils méritent que tu le connaisses un peu mieux. Combien de couples j'ai rencontrés qui sont ensemble et qui te disent, franchement, les premières fois, même des fois les premiers mois, voilà quoi. Et pourtant, tu vois. Et puis, il y a tout la personnalité et tous les millimètres et les espaces un peu cachés de la personnalité se déploient au fil des mois et des années. Tu vois, donc le feeling, moi ce mot feeling pour moi il veut tout rien dire, c'est que de la projection, c'est complètement biaisé par l'ego quoi. Je pense que peut-être dans la notion de feeling, ce qu'on veut encore une fois, c'est être rassuré, C'est que d'avoir ça. un lien avec l'autre, Et puis ou c'est la que grille de ça lecture. durera, ou que Et ça durera aussi. Et c'est la grille de lecture basée sur ton expérience, ton histoire, ton passé, ton épigénétique, ton transgénérationnel, tes croyances, ta culture, c'est que ça. T'as des gens ils vont te dire j'ai pas de feeling, mais en fait t'as pas de feeling parce qu'il est pas de ta culture. Donc il y a même pas un espace au feeling. Tu comprends? Alors qu'en fait si t'enlèves ça, si t'enlèves le fait que vous n'avez pas la même culture, pas de la même religion, pas de la même région ou peu importe, en vrai c'est un mec super. Il faut être capable d'enjamber ça.
comment vivre sans conflit, sans désaccord avec les enfants, ou quand il y a des désaccords avec les enfants, quand il y a une famille recomposée. Bah, Comment vivre sans conflit déjà? Peut-être que là... J'ai repéré un petit coin dans le désert, dans le Sahara, au sud-est de l'Algérie. T'as 600 km², il n'y a personne. Peut-être Du côté de Jeannette, les conflits avec les scorpions et les fennecs. les Touaregs. Mais ça n'existe pas, ça. Ok, d'accord. On vit dans un monde d'ego. Donc, des conflits, il y en aura toujours. C'est comme dire, je veux plus de problèmes dans ma vie. Mais Alors- c'est pas ce qui se passe, c'est comment tu vas les gérer. C'est ça qui va changer. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une notion qu'on peut partager sur le sujet. Si c'est une famille recomposée, il y a vraiment peut-être que chacun trouve sa place. Ouais. Et Équilibre et qu'il y ait, place. voilà, qu'il y ait un respect, en fait, par rapport aux relations passées, par rapport aussi à ceux qui viennent d'arriver, tu vois, dans la famille. Donc, c'est peut-être ça, en fait, pour qu'il y ait moins de conflits, mais je mettrais plus à la place de l'harmonie. C'est vraiment que chacun trouve sa place dans la nouvelle Ouais. structure. Clairement, équilibre, place et faire attention à ce qui sort de votre bouche. Attention à vos pensées, attention à vos gestes, à vos actes. Mais ça demande de poser un réel travail de conscience et de présence. Après, c'est ce que font les artisans, hein, mais c'est un travail sur soi, en fait. C'est pas inné, c'est pas tac-tac comme ça, quoi. Et des fois, on peut avoir des beaux fils, des belles filles, avec qui ça se passe plus ou moins bien. Et pour peu qu'ils soient attachés à leurs parents qui n'est pas là, ou pour peu qu'il y ait une loyauté, pour peu qu'il y ait une crise d'adolescence, ou quoi que ce soit. Et voilà, mais qu'il n'y ait pas de conflit, ça n'existe pas, ça. Ça va? Mhm. Comment faire pour avoir confiance en l'autre et vivre une vie de couple épanouissante? C'est de prendre le risque. Ouais. Quoi d'autre? Hmm. La vie, c'est que du risque. Cadeau. La vie, c'est que des risques. Hein. C'est du courage, des risques. Est-ce que c'est vraiment risqué? Parce que peut-être qu'on le perçoit comme un risque, mais est-ce que c'est vraiment risqué Dans son système, oui. de prendre le risque de vivre une vie épanouissante et de faire confiance? Mais la vie épanouissante, en fait, c'est pas juste je prends telle autoroute et elle est faite en chamallow et en rose bonbon. C'est pas le monde de Ralph, tu vois. Ok, donc c'est quelque chose que tu construis, qu'on construit, qu'on Mais bien bâtit, sûr. voilà. Mais bien sûr. Super. Et d'être capable de naviguer. Tu fais souvent la comparaison avec la navigation. Tu vois, quand tu es capitaine d'un navire, tu vas pas dire aujourd'hui la mer elle est limpide, elle est d'huile, elle est calme, etc. Magnifique, j'adore la voile ou j'adore naviguer. Et quand il y a une tempête, ah bah non, j'arrête, il y en a marre. Tu navigues pareil sur la tempête. Juste, tu vas devoir Surtout que tu es dedans. Hein. adapter. Tu es dedans, tu vas devoir adapter juste ta façon de piloter, faire confiance à ton équipage, donner des ordres, peut-être en recevoir. Et que chacun ait sa place et son positionnement, quoi. Ça demande du courage. Pourquoi, quand on est gentil, Oh. souriante, généreuse, Ah, les pires. Moi, je fais tout pour eux. Vas-y, continue. Suis-moi ça. pourquoi quand on est gentil, souriante, généreuse, on tombe sur des maris toxiques? Parce que c'est une casse-burne. C'est trop au top, mais excuse-moi, mais c'est dépendance affective plus. C'est aimez-moi, quoi. Oh, Donc wow, ok. faille ouverte pour des crevards. Bah, respecte-toi. Arrête de vouloir être gentille, généreuse, souriante, comme maman t'a dit ou je sais pas qui t'a Oh, dit d'être comme ça. Ah, c'est Rebelle-toi, dis fuck off. Sois toi. Arrête de nous vendre une version édulcorée. Enfin, surtout les gens qui parlent d'eux-mêmes comme ça, quoi. S'il te plaît, un peu d'humilité, quoi. Ok. Mais ayez l'honnêteté d'être vous un peu, tu vois. Ok. Donc en vrai, on peut carrément pas se douter que être finalement une gentille et généreuse, parce que je rappelle quand même quand on est... Redéfinition gentille, s'il te plaît. Attends, juste 2 minutes. Quand on dit ça de soi, et moi je le sais parce que je me suis reconnue là-dedans, est-ce que ça vient pas aussi du conditionnement de quand j'étais petite, on m'a dit que pour être aimée... C'est ce que j'ai dit. Attends, juste pour être aimée, il fallait être gentille, souriante et généreuse. D'accord? Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'en n'étant pas honnête avec moi-même et authentique, parce que là c'est ça que tu dis, qu'est-ce qui fait que j'attire des hommes toxiques ou
Ou des crevards, comme tu dis toi. C'est pas qu'ils sont toxiques, c'est que il y a buffet à volonté, ils viennent manger. Il y a buffet, il y a buffet à volonté, ils y mettent les doigts dedans et ils y vont, tu vois. Il y a du homard, tu vois. Le homard il est gratos, on y va. Ouais, donc si le homard il est gratuit, peut-être qu'on n'appréciera pas le homard parce que Ouais. c'est juste le Après gratuit. le homard qu'on il est prend. un peu faisandé, enfin il est un peu passé parce que c'est du homard qui a été pêché il y a longtemps, tu vois, Ok, parce que ça vient des conditionnements d'il y a longtemps. Donc je vois. je pense qu'il y a un petit, ça suffit. Donc il y a une invitation à se positionner, à être Invitation authentique. à Quoi. à se Ouais. reconditionner Mm. et de sortir du rôle de la bonne élève victime, quoi. Du coup, ce qu'on disait souvent chez les artisanes, c'est arrête d'être gentil, sois vrai. Beaucoup de gens qui confondent gentil. Alors, dans la culture populaire, être gentil, c'est en vrai ne pas dire non. Tu vois. Franchement, Pour dans beaucoup, mon espace de femme, c'est vraiment on nous a dit que c'était une garantie d'être aimé. Tu vois. ça marche. En tout cas, je vois bien que ça marche pas, mais ce que je veux dire par là, c'est le conditionnement. Mais ça, on le Donc, connaît, ouais. Anissa. On Ouais, le je connaît, sais, ce je sais. conditionnement. Attends, on a parlé Je des sais. dizaines et des dizaines de Je fois sais, mais là, depuis c'est des un années. podcast sur le sujet. Ouais. Donc, il y a plein de gens pour qui c'est pas évident, hein, d'accord. En tout cas, bon, Il y a c'est tout bon. un, il y a tout On un a le système, truc. il y a tout un système à remettre en question. Parce Ok. que en attendant, c'est elle qui souffre. Absolument, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis virulent. Je suis pas virulent Non, mais c'est canon. Hein. envers ceux et celles qui posent des questions. Je suis virulent envers les systèmes et les Jérôme, croyances. si tu n'avais pas été comme ça avec moi il y a 10 ans, enfin, sincèrement, je veux dire, je reviens de loin. Donc, quand je rigole, c'est parce que je me reconnais là-dedans, tu vois, Ah ça ouais, me de parle totalement, donc tout va bien. Bonjour Anissa. Comment faire valoir notre point de vue dans un conflit de couple quand l'autre est persuadé d'avoir raison? Il est alors impossible de s'exprimer car toute tentative échoue dans le sens où ma parole est comme sans valeur. Pourtant, je ne nie pas le point de vue de l'autre, je veux juste que le mien soit médité lui aussi. Qu'est-ce qui se joue? Elle va être entendue. Moi, je suis toujours étonné à quel point vous ne vous appropriez pas vos histoires, en fait. C'est quelqu'un, l'autre. Quand je parle à mon mari ou quand je parle à ma femme, il ne m'écoute pas. Mon mari ne m'écoute pas. Il y a un truc toujours d'espèce de pudeur ou de mise à distance. La pudeur du Larousse, c'est la honte. Hein. Donc ceux qui sont pro-pudeur, foutez ça au shot direct. Et réappropriez-vous vraiment. Ça risque de piquer, mais ça va faire du bien de vous l'entendre dire. Je ne peux pas parler à mon mari ne m'écoute pas, ou je ne peux pas parler à ma femme ne m'écoute pas, je ne me sens pas entendu par ma femme, je ne me sens pas entendu par mon mari. Vraiment une invitation à le verbaliser. Alors dans ce que tu dis, je vais parler que de moi. En tout cas, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, je me souviens, j'avais fait une constellation, d'ailleurs ici, j'avais fait une constellation avec les pierres. Ouais. Et on m'avait dit de mettre le nom des membres de ma famille, de mes enfants, de mon mari, tout ça. Et j'ai placé tout le monde. Et à la fin, la femme qui m'accompagnait, elle m'a dit, mais et toi? En fait, je ne m'étais pas placée. J'étais nulle part. Et je pense qu'il peut y avoir beaucoup de femmes comme ça, quand elles parlent d'une tierce personne, que c'est son mari ou autre, ou qui ne s'approprie pas l'histoire, c'est parce qu'en fait, elle ne se voit pas. Et tu vois, là, cette femme, en fait, c'est ce qu'elle vit. C'est à un moment donné, elle veut savoir comment se positionner quand son mari, en fait, veut avoir raison. Alors Qu'elle n'est est même pas d'accord. dans l'équation. Au final, Bah, elle n'y est pas vraiment. l'autre cherche à avoir raison. Comment je me positionne là-dedans? Et c'est ce que tu as dit est juste, parce que c'est vraiment le fait de se positionner, de dire, voilà, tu ne m'entends pas, ou je ne me sens pas vu et écouté. Finalement, c'est ça la posture. Parce que je remarque que dans certaines cultures, certains systèmes, il y a un conditionnement, c'est indéniable. Et ça, c'est clair que vous êtes souvent les mêmes typologies, à nous poser les mêmes questions, de la même façon, par rapport au même sujet. Et parce que il y a telle catégorie, en fait, à une couche d'engramme et de conditionnement, vous avez les mêmes problématiques. Donc vous allez chercher vos pères, donc des hommes en général qui n'écoutent pas, qui sont soit des extrêmes, soit c'est des super bosseurs, soit ils foutent rien. Ils sont sur le canapé et ils attendent d'être servis. C'est un cliché, hein, mais on l'entend tellement de fois avec Anissa. Et vous êtes dans la mère sacrificielle ou l'épouse sacrificielle qui, au bout de 10, 15, 20 ans, n'en peut plus, quoi. Mais ça, il va falloir à un moment donné faire tout le travail de positionnement, de déloyauté avec le système familial, de déloyauté avec votre mère, sans pour autant être déloyal forcément à ce que vous croyez être, à savoir la culture. Et je comprends, c'est un gros morceau. La vraie liberté de l'âme passe par un déconditionnement. Mais il ne faut pas aller trop vite parce que certains sont isolés, seuls. Ils explosent en vol. Ils explosent en vol parce que tu ne peux pas être en mode. Tu sais, j'ai halluciné quand j'étais au Sacred Sons, j'ai rencontré un Saoudien qui venait de faire ayahuasca, etc. Et lui, dans son système, il était mis. Il était. Et d'un côté, ce que je fais est extraordinaire. J'aurais jamais cru que. Il va y avoir des chamans péruviens alors que le mec, il habite à la Mecque. Tu vois. Et pourtant, il dit, après, quand je rentre à la Mecque, des fois, il me dit, de toute façon, je suis le dingo de ma famille. C'est ça. Il m'appelle le dingo de la famille.
Tu vois, et se retrouve un peu dans une schizophrénie avec un gros ancrage, gros conditionnement culturel familial d'un côté, et de l'autre côté, son âme qu'on peut plus, en fait. Et c'était un médecin qui a pété un plomb, qui a arrêté la médecine et qui s'est barré au Pérou, quoi. Saoudien. Donc, tu vois, maintenant, il est en calibrage, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il se retrouve... Ça va, il est relativement soutenu par sa famille, qui ne l'a pas non plus viré de la famille, quoi. Mais je comprends que ça peut être difficile. Et c'est aussi ce que tu offres dans les artisanes, c'est un espace où une transition, un sas, une parenthèse où elles vont pouvoir, au niveau des femmes, où elles vont vraiment pouvoir redesigner. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de famille et changer de mari, etc. Ça veut juste dire que vous allez vous positionner différemment. Et ce qui est merveilleux, c'est que au final, en général, alors des fois ça casse, mais en général, le système petit à petit suit et s'adapte et évolue. Alors oui, c'est très juste dans le sens où de toutes les façons, là on va aller un peu dans l'histoire de l'âme. L'âme, elle a choisi exprès, cet homme, ou même mon histoire à moi, j'ai choisi exprès de naître d'origine algérienne, musulmane. Lui, il a sûrement choisi de naître aussi en Arabie Saoudite avec la famille qu'il a, Absolument. qui va le pousser justement au niveau de la connaissance et le retour à l'amour que nous sommes, à se positionner dans son histoire et après à revenir à l'amour. Voilà, moi aujourd'hui, je sais que dans ma famille, effectivement, il y a beaucoup de douceur et je passais par toutes ces coming out, tu vois. Mais voilà. Je me rappelle pendant les 10 ans de notre relation, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle chose, tu étais persuadé que ta famille allait te tourner de dos. Et à chaque fois, au contraire, miracle sur miracle sur miracle. En fait. Au final, c'était OK. Tu vois, des fois, ça a été plus ou moins un peu voilà, accepté, mais voilà, au final, ta famille t'a toujours accepté et soutenu tel que tu étais. Ouais. Et pourtant, quand moi je t'écoutais, tu me disais, ah mais non, ça, ma famille, ils ne voudront pas, ça passera pas. Ça partait de loin. Et pourtant, si. Dans mon système. Comment sortir le plus souvent d'une routine qui tente toujours de nous rattraper? Alors, notion de routine dans le couple. Si Anissa et Géraud, vous avez des tips. Des tips. Des smips, des conseils. Je crois que cette notion de routine, en tout cas pour notre couple, elle n'existe pas en fait. La seule routine qu'on a, c'est celle où on a des obligations, entre guillemets, dans le temps, d'aller déposer nos enfants à l'école, tu vois, des choses comme ça. Mais sinon, routine. En fait, tu ne peux pas avoir de routine. Routine, pour moi, c'est le quotidien qui est subi. Ouais. Parce que quand je suis maître de mon quotidien, que je fais ce que j'aime, avec un mari que j'aime ou une femme que j'aime, qu'on a des, tu vois, toi et moi, on se challenge constamment. On est vraiment, tu sais, on est comme ça, quoi. C'est pas moi je vais là, toi tu vas là, ou c'est pas bon t'as un taf de merde, j'ai un taf de merde, on élève nos enfants, on paie les factures. Toute âme au bout d'un moment suffoque. N'importe qui suffoquerait là-dedans. Donc c'est la connaissance de soi au final. Si j'apprends à me connaître, je peux pas avoir. En fait, ce que je vis avec toi, parce que cette vie de routine, je l'ai vécue avant. Quand j'étais à la banque, tout ça, et je savais absolument pas où chercher parce que, en fait, je me connaissais pas. Je me connaissais pas, et puis surtout, il y a une notion de contrôle. Quand il y a une routine, pour moi, c'est la notion de contrôler les choses, de pas oser effectivement vivre. Le sens. Voilà, et le sens. Le sens. Ouais. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu as du sens ou pas? Tu vois, si ton mariage n'a pas de sens, ta carrière n'a pas de sens, si ce n'est payer les factures, et ça, on peut en reparler, quoi, le mindset du mois au mois pour payer les factures, ça épanouit personne, ça rend personne épanoui. Toi, tu lances le caillou pour les 30 prochains jours. L'être humain a besoin de sens, l'âme pour se déployer a besoin de sens. Et pour ça, ça demande des risques, des challenges, ça demande des fois de court-circuiter, d'arrêter d'aller toujours à la même place de camping depuis 20 ans. Ça demande de changer, d'arrêter tout le temps aux mêmes endroits, d'aller faire ses courses aux mêmes endroits. Ça demande une reprogrammation. Il y a une notion moi j'ai l'impression de vivre Indiana Jones tous les jours. Je sais absolument pas ce qui va se passer dans la journée, donc je peux jamais parler de routine. En vrai, la vie est comme ça. Bah oui. Mais comme la plupart des gens serrent des fesses et veulent absolument pas que ça change parce que ça fait trop peur, c'est le prix à payer, quoi. Et en plus, t'es même pas garanti de la sécurité puisque la vie t'amènera quand même. Tu peux quitter, licencier. Exactement, la vie t'amènera quand même des challenges. Pourquoi avoir une attirance physique pour un autre homme que son conjoint? C'est valable pour les femmes. Pourquoi est-ce qu'un homme il pourrait avoir une attirance physique pour une autre femme que sa conjointe? Parce qu'il se sent pas aimé, écouté, satisfait, regardé, entendu. Et les femmes, c'est pareil en général. Ça va être des curseurs qui vont légèrement différents, mais c'est à peu près la même chose. Selon moi, on est là pour aimer et être aimé, et c'est ce qu'on veut tous. Mais là, c'est de l'attirance physique. Je peux aimer quelqu'un et avoir une attirance physique. Sexuellement, il y a quelque part qui est pas satisfait. Ou si tu as un compagnon ou une conjointe qui prend pas soin d'elle, qui a pas confiance en lui ou en elle, et qu'il n'y a plus de rapport, il n'y a plus d'une intimité, il n'y a pas une vie sexuelle de qualité,
c'est inévitable. Donc tu as ceux qui prendront sur eux et qui se serreront les dents et qui termineront comme ça. Et puis tu en as d'autres qui vont dire bah non, fuck. Donc il n'y a rien de... Peut-être des questions à se poser en fait. Est-ce qu'on peut avoir, je veux dire, est-ce qu'on peut avoir une attirance physique alors que tout va bien dans le couple? Je sais pas, ça t'arrive? Bah oui, je pense qu'il y a des corps comme toi, enfin... Si, je veux dire, peut y avoir juste des corps qui passent à ce moment-là. On l'a déjà vu avec le Poum Poum Short. Mais là, ça, Poum Poum Short. Non, mais ce que je veux dire par là, si. Bien sûr, voilà, mais c'est que des corps. Je peux voir une femme passer et la trouver Voilà. magnifique. Moi, c'est que la scène de Bridgerton, là. C'est quoi? Il est sorti comme ça. Bon, en plus, il est homo, donc franchement, j'ai pas choisi le meilleur. Il y a une scène comme ça où il sort de l'eau. Il a une chemise. C'est même pas une scène sexuelle, hein, c'est juste il a un corps qui est magnifique, cette scène. Et puis voilà, à ce moment-là, je pense qu'on a tous fait tu vois, comme ça. C'est ok. Voilà, mais donc ça veut pas dire qu'il se passe quelque chose dans notre couple. C'est ok. C'est juste un corps. T'imagines si on verrouillait tout ça? Ah oui, non, mais c'était ça, je pense vois, aussi la question. Hein. Non, là où c'est chaud, c'est si tu prends le numéro de son agent, que tu contactes, tu prends un billet d'avion, que tu vas à New York, t'attends devant sa porte, que tu mets des fleurs et des chocolats. Non, mais c'est surtout qu'il est gay. T'as tout foiré dès le début, quoi. Ok, donc ouais, il peut y avoir effectivement de l'attirance physique pour un corps, et s'il y a trop d'attirance envers un homme ou une femme précisément, il peut se passer quelque chose dans le couple. Ce qui est chaud, c'est si ça va plus loin, s'il commence à avoir des pensées, des envies, une prise de contact. Tromper, c'est à partir de quand? C'est une vraie question. Sérieux? Ah ouais, non, vraiment. Tromper, ça à partir de quand? À partir de quand? Moi, j'ai même pas ces notions. En fait. Et moi non plus, mais... Comment dire? À partir du moment où je sens qu'il y a peut-être un appel récurrent, que je suis attiré par d'autres femmes, où je sens qu'il y a un truc, je t'en parle. Ouais, c'est notre truc à nous. Ça. Ou si par exemple je clique avec une femme et que je sais dans mon énergie, je sais que c'est du clic, c'est réciproque et que ça pourrait vite déraper. Alors déjà je gère moi avec moi, je vois déjà avec d'autres hommes qui peuvent être des mentors ou des hommes qui ont un degré de maturité avec lequel je peux m'exprimer. Et puis après je t'en parle. Tu vois, oui, très très juste. Ce que je veux dire. C'est ce qu'on a mis en place en tout cas tous les deux. Clairement. Et on le sent. Tu vois, même là, quand on parle, il y a une gêne qui vient parce que c'est pas naturel dans notre système de se connecter à ce genre d'énergie. On l'a déjà vécu. Hein, où à un moment donné, il y avait un truc qui n'était pas clair dans notre contact avec un homme ou avec une femme. Et bizarrement, peut-être parce qu'on se connaît, peut-être qu'on ressent l'un l'autre, on est venu se voir et on a dit tiens, est-ce qu'il y a une attirance envers cette personne ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Et en fait, on en a parlé. C'est inconfortable pour le couple. Mais à un moment donné, c'est dire ok, est-ce qu'il y a un endroit que je t'offre pas encore? Et qu'est-ce qui t'a attiré? C'est quoi? Et au final, on sait que c'est jamais l'autre. Parce que l'autre, il fait que passer. Mais le fait que nous, on puisse ouvrir ces espaces-là, ça, c'est... Ouais, c'est clair. Je souhaite à tout le monde de le vivre. Et quoi. puis, je me connais. Je sais quand je suis en mode flirt, je le sais. Tu vois, je sais que là, c'est pas... il y a un truc qui n'est pas clair. Ah ouais. Tu vois, et là, je vais me questionner moi. Ok, c'est quoi le truc? Qu'est-ce que je vois chez elle que je pense ne pas voir chez Anissa? Tu vois. Rien, en l'occurrence. Et si c'est récurrent, je t'en parle. Alors, justement, tiens, tu peux parler de l'infidélité dans le couple et si, selon toi, c'est pardonnable? Tout est pardonnable. Ça dépend le futur du couple, ça dépend là où vous en êtes, ça dépend de plein de choses. L'important, c'est pas une question de pardonner ou pas pardonner, l'important, c'est de poser une conscience. Ouais, qu'est-ce qui se joue, en fait? Poser la conscience, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui se joue? Si c'est à répétition, si le gars a un profil... voilà, pour moi, il y a un travail à faire. Tu vois, j'ai dit direct l'homme, mais en fait, ça peut être l'inverse, ça peut être la femme bien aussi. sûr, ça peut être la femme. Mais c'est vrai que souvent, c'est quand même... en tout cas... vous ne faites pas prendre, c'est tout. Non, franchement, c'est pas par rapport à ça. J'ai entendu une femme un jour dire ça dans un podcast, j'ai beaucoup aimé. Elle dit quand un homme trompe, 9 fois sur 10, c'est une question de corps, de sexualité. Voilà, c'est un corps, une sexualité. Quand une femme trompe, en général, c'est une question de sentiment. Ouais. Question de sentiment et d'être aimé. Donc c'est un peu plus grave. Se sentir aimé, se sentir vu, se sentir écouté, etc. Ça, c'est clair. Encore une fois, pardonner pour pardonner, ça va rien dire s'il n'y a pas une conscience qui est posée, s'il n'y a pas une vraie discussion. Et puis pour moi, il faut se faire accompagner. Parce que faut venir nous voir pour le couple. Ah oui, parce qu'un homme qui trompe, en général, il a déjà trompé et il retrompera. Lui-même, dans son système, ça ne le met pas en confiance avec lui-même dans son couple et ça ne le met pas en confiance dans le couple. C'est déséquilibrant dans le couple. Tu penses qu'un homme qui a trompé une fois, il trompera encore? Il peut retromper, ouais. Ouais, il n'y a pas genre... En fait, si le taf n'est pas fait, si le travail n'est pas fait sur lui, de savoir pourquoi,
Et là, on le sait, en constellation familiale, Ouais, au bien niveau, sûr. aller voir son père, le Ouais. système, comment ses parents La s'aimaient. connaissance de soi. Il y a toute une exploration à faire. Et voilà. Est-ce qu'on peut accélérer le process de l'attirance? Moi, j'ai compris la question. Avec du Red Bull. Est-ce qu'on peut accélérer le process de l'attirance? Ou avec les filtres magiques? Non, mais je pense que c'est Le possible. sol. Moi, je pense que c'est possible. Ok, vas-y. Bah, en fait, tu sais, on a vécu ça c'est la semaine dernière où il y avait le dîner. Et il y avait une femme et un homme qui étaient présents à ton dîner de gentleman, mais exceptionnellement mixte. Et cette femme, en fait, elle n'a pas trop fait attention à cet homme quasiment de toute la soirée. Et juste avant de partir, je commence à parler de cet homme et je commence à dire oui, alors cet homme il est comme ça, comme ça, comme ça, parce que moi je le connais et c'est vrai que voilà, il est profond. Et d'un coup, je vois cette femme en fait qui, d'un coup, en fait, vraiment le voit, comme si elle le voit, comme s'il y a un nouvel attrait, comme si c'est un nouvel homme qui vient d'arriver. Parce que tu as fait l'entremetteuse et tu as aussi montré à cette femme ce qu'elle voulait voir et entendre de cet homme, qu'elle n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Donc ça accélère le process Oui, oui. de le voir différemment. Donc Bah, on peut Parce qu'elle, c'est ce qu'elle accélérer le cherche. process. Si un homme cherche telle valeur, telle qualité chez une femme, et qu'il entend, on lui dit qu'effectivement elle est comme ça, elle a exactement ce que lui veut, bah, c'est cool. Mais en attendant, il va quand même devoir le découvrir. Mais pour accélérer le process d'attirance, au final, il faut apprendre à connaître l'autre et trouver. On peut même se convaincre. Hein. Mais le terme accélérer, pourquoi faire? C'est quoi le but? Et c'est quoi accélérer? Bah, moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, parce que autant les hommes, ils choisissent des femmes sur leur plastique beaucoup, autant nous, les femmes, on va d'abord prendre d'autres qualités que le physique. Et souvent, l'attirance, elle arrive que après. Moi, je la comprends, la question. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à changer finalement de perception pour rendre l'autre attirant, alors que peut-être au début, on n'était pas très attiré. Ça, c'est vraiment très féminin. Franchement, Je sais que vous tu sais, comprenez pas. Tu sais ce qu'on a dit tout à l'heure, de se voir en fait de façon non sexuelle. Tu vois, de prendre un café, de faire une sortie et de le faire relativement rapidement. Tu vois, c'est pas de se voir dans 3 semaines et dans 3 semaines et dans un mois. Bah, c'est d'apprendre à connaître l'autre relativement rapidement, tu vois. Et Ah ça d'ailleurs c'est vraiment super ce que tu dis là, c'est pour justement les gens qui font des rencontres via les sites de rencontres. C'est vraiment un conseil qu'on peut donner. Mais moi je comprends pas, on a attendu 3 mois pour se voir. Il faut se voir très vite. bah oui. Mais toi, on a même pas, quand on s'est rencontrés sur un site de rencontre, on s'est appelé tout de suite. Et nous, on a fait tout accéléré. C'est-à-dire qu'Anissa m'a raconté toute sa vie. Elle m'a dit bon alors je suis dépressive. Il faut pas faire ce que moi j'ai fait. Elle a mis la totale. Non, il faut direct, pas faire ça. Et moi je l'ai coaché direct. Alors quand même, il y a quelque chose parce qu'avec les autres, je n'ai pas été authentique comme je l'ai été avec toi. Je l'ai été rarement en fait sur toutes mes rencontres. J'ai dû l'être 2-3 fois. Une fois, je me souviens, j'étais au restaurant toute seule et j'étais tellement déprimée que j'ai parlé à un homme qui était sur un site. Et là, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit je suis au restaurant toute seule, je suis déprimée. Je lui ai dit never again. Et je lui ai vraiment déballé mon état d'être du moment, mais avec beaucoup d'authenticité. Le lendemain, il était sur Paris. Ouais. Parce qu'il m'a dit, En fait, c'est rare. Mais bien sûr, en vrai, tu as une catégorie d'hommes. Moi, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que je supporte pas les. J'aime que tu sois une belle femme. Je trouve ça magnifique qu'une femme sache se mettre en valeur. Mais je supporte pas toutes les manières et les trucs de. Tu vois, moi, je me rappelle d'avoir dîné des fois avec des femmes au Japon. Magnifique ce que tu veux sur le papier. Mais putain, c'est insupportable. Je comptais les minutes, tu vois. Limite, je rajoutais des bouteilles pour que ça passe plus vite, tu vois. Ou je disais, c'est bon, je m'en vais, quoi. Mais c'était quoi Il n'y avait rien. C'est tout en pause, en fait. C'est les réponses préméditées, cloisonnées, aseptisées. Mais donc, ça va de où à où? Qu'est-ce qu'on peut dire ou faire franchement, les 3 premiers mois, puisqu'il ne faut pas non plus être relou. Donc, c'est quoi? Attends. Être soi, c'est pas être relou. Mais comment est-ce qu'on Être sait relou, que c'est au bon endroit? Être relou, c'est à partir de la névrose. Okay. C'est vite, appelle-moi, rassure-moi. Vite, ah bah si tu viens pas, si t'es pas capable de faire 600 km alors qu'on s'est rencontrés à 3 jours pour venir m'offrir des roses, eh ben t'es pas le bon. Wow, redescends. Ça, c'est pas être naturel, ça, c'est être névrosé. Ah ouais. On est nombreuses alors. Hein. Tu vois? Ouais. Par contre, bah, manger comme tu manges, rire comme tu ris. Bon, il y a peut-être des fois des ajustements à faire, tu vois, parce que Est-ce qu'on être comme tu es, être naturel, c'est cool. Est-ce qu'on prend une choucroute de la mer lors du premier rendez-vous? Tranquille, calme-toi. Un chili con carne. C'est pour ça que j'ai dit, je fais une caisse à table au deuxième repas. Ou peut-être un mec en face de toi qui est drôle et qui va dire ah moi aussi. Tu vois. Un homme. Faut voir qui t'es en face de toi en fait. C'est une intelligence que certains n'ont pas. C'est-à-dire qu'il faut pas être non plus. Ah bah moi je suis comme ça, je suis brut des décoffrages. Oh redescends, observe qui t'es en face de toi.
Et après, c'est du calibrage. L'intelligence aussi sociale, émotionnelle, c'est de ne pas être tout le temps tu vas pas parler comme un vicomte dans un quartier du 9-3. Il faut ajuster, tranquille, calibrer. Et tu vas pas parler, et tu vas pas parler wesh mon pote en allant dans une soirée assez élégante. Faut calibrer, il faut doser. Ça, c'est de l'intelligence. Mais sans se fourvoyer, sans présenter une image fausse. Et oser dire, là, je suis en colère, là, je suis frustré, là, je suis gêné, là, je suis triste. Oser s'exprimer. Et si t'es en face de moi, si t'es en face de toi ou moi j'ai en face de moi quelqu'un qui peut pas accepter entendre ça, où il y a même pas d'espace de discussion, allez, merci, au revoir. Avec toi, ce que j'ai toujours aimé, c'est que je pouvais être moi dans toutes mes facettes. Et des fois, tu me contreprenais pas, des fois, c'était pas ton délire, mais tu m'as pas jugé. La veste des Tudors, c'était juste ça. Ouais, à Amsterdam, j'avais acheté une veste, on aurait dit une veste des Tudors. Et ma femme, j'ai pas validé. Elle me regardait, elle me dit, non. Elle dit franchement, je t'aime. Je valide pas. Non, je dis je valide pas. Je l'ai porté une fois. Non, tu l'as essayé une fois. Après, tu l'as acheté, mais tu l'as jamais mis. J'ai jamais mis ça. Je débute une relation avec un homme qui a 14 ans de moins que moi. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Vas-y, commence. On connaît ça. Bon, c'est vrai que dans les constellations familiales, quand on prend un homme plus jeune, en général, c'est que dans nos croyances, il y a une peur de l'homme. Donc on va prendre un homme plus jeune parce qu'on pense qu'il va nous sécuriser ou qu'il ne nous fera pas de mal. Voilà, c'est plutôt ça. Il ne va pas forcément sécuriser, mais il ne va pas être dangereux. Voilà. Il est plus jeune, plus malléable, manipulable. Plus innocent peut-être aussi. Plus innocent aussi. Et voilà, c'est moi la grande et lui c'est le petit, donc c'est plus gérable. Faire attention quand même dans l'autre sens, c'est-à-dire que si l'homme plus jeune, pourquoi est-ce qu'il prend une femme plus âgée? Voir sa relation à sa mère. Ouais. Maintenant, encore une fois, ce qu'on dit là, d'ailleurs on a les femmes qui choisissent des hommes beaucoup plus âgés, 10 ans généralement, on va voir la relation au père. Hein. Donc peut-être que je cherche mon père. C'est pas parce qu'on a pris un partenaire plus jeune ou plus âgé pour ces raisons-là que pour autant le couple ne fonctionne pas. Il peut très bien fonctionner du moment que s'il n'y a pas de problème de sexualité, s'il n'y a pas de problématique quelle qu'elle soit, on peut très bien se mettre avec un homme plus jeune par sécurité. Voilà, croyance de sécurité. C'est pas bien ou pas bien en fait. Tout est ok. Toutes les combinaisons de couple sont entre guillemets valables, valides. C'est pas à nous de décider, mais tant que vous posez de la conscience dessus et que vous savez pourquoi vous l'avez choisi. Qu'est-ce que ça joue? Voilà. Moi, mes parents avaient 23 ans de différence. Ma mère avait 23 ans de moins que mon père et ça a duré 40 ans, tu vois. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Regarder, on sait pourquoi. C'est ce qu'il y a derrière. Alors, celle-là me fait rire. Pourquoi, quand il boude, je me sens rejetée? Je savais que... C'est pour ça que j'ai pas voulu te les lire avant. Elle parle de son fils de 4 ans ou de son labrador? Elle parle de qui? Et oui, c'est ça. Hein. Bon, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme? Ok. Bon, à partir du moment où elle a utilisé le mot boude, effectivement, il y a une notion de... En fait, nous, dans notre couple, c'est hors de question de perdre du temps. Moi, c'est un truc que j'ai jamais pu faire. Même quand j'étais gamin, je ne savais pas faire. Je voyais des gens qui étaient capables de faire la gueule pendant 1 jour, 2 jours. Attends, là tu parles de faire la gueule, là c'est les mots qui ont été utilisés aussi. Bouder, c'est quand tu dis de ton mari qui boude, c'est un petit garçon. C'est que voilà, il y a quelque chose de juvénile là-dedans. Voilà. Je respire pas tant qu'on n'y retourne pas. C'est petit garçon quoi. Bon, blague à part. Blague à part, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la relation qui demande à grandir. Voilà, une maturité là. Moi, quand tu me dis ça, direct à mes oreilles, ce que j'entends, c'est je suis la mère de mon mari quoi. Mais si c'est la femme qui dit ça de son mari, ça veut dire qu'elle-même, elle n'est pas dans cette maturité. Bien sûr. Parce que si elle utilise le mot bouder, bien sûr, c'est en miroir. Pour moi, c'est une relation qui demande à être explorée en termes de maturité et de positionnement, quoi. C'est ça. Le terme déjà bouder. C'est ça, c'était le terme bouder. Même si vous boudez ou si vous faites la gueule, faire la gueule, c'est une arme. Donc on utilise les gens font la gueule pour faire un levier, voilà, pour forcer l'autre à soit s'excuser, soit avoir un espace pour enfin échanger, soit pour punir. C'est un levier en fait, c'est une arme. Pour contrôler aussi. Ouais, pour contrôler, voilà quoi, pour faire se sentir coupable. Donc ce sont des leviers de l'ego complètement immatures et qui font pas une relation épanouie et qui marche. Okay. Voilà. Comment faire évoluer une sexualité qui est influencée par le porno trop utilisé dans le passé? C'est une vraie question aussi, hein, ça. Pour moi, quand il y a du porno, après, il faut quand même se faire accompagner, quoi. Et pour moi, un homme qui était beaucoup dans le porno
doit se faire accompagner parce qu'il faut redesigner la matrice. Faut redesigner le disque dur interne, quoi. Parce qu'il y a des schémas neuronaux qui sont en Bah place. ouais, parce que Voilà, parce que le porno, tu swipes sur plein de corps, plein de choses, et t'as la réalité. Tu vois. Tu vois. C'est drôle, mais en vrai, c'est ça. Mais c'est ce que ça crée dans le cerveau. En fait, ça crée c'est comme les jeux vidéo. Multipotentialité de choix et de trucs, et un monde virtuel de projection et d'onanisme qui fait que quand tu regardes, tu fais ah ouais, non, elle est des vergetures. En plus, tu vois, le Lego, il va te dire tout ce qui va pas, quoi. Alors qu'en fait, en te connectant puissamment, et c'est ce qu'on a fait, en se connectant puissamment l'un à l'autre. J'ai des vergetures. Non, t'en as pas, toi. En se connectant puissamment. Et encore, c'est rien. Femme peut être aimée, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est clair que cette lecture aseptisée et très digitale des choses déconnecte. Et plus tu es dans la tête, moins tu es dans le pénis. Donc au bout d'un moment, même l'érection ne viendra pas. On peut comparer ça justement à l'addiction des jeux vidéo, dans le sens où quand on est addict aux jeux vidéo, notre cerveau est addict en fait à ce rythme. Ça s'appelle l'anédonie, je crois. Je sais pas. C'est comment il s'appelle, Joe Dispenza qui en parlait. À vérifier, mais je crois que ça s'appelle l'anédonie en fait. C'est l'excitation et permanente et la stimulation permanente auquel s'habitue le cerveau avec les écrans, avec les jeux vidéo et le porno, et qui fait que quand tu vas dans ton quotidien, tu as l'impression que c'est mou, que tout ça n'a pas d'intérêt. Alors que toute la beauté est là. Complètement. Tu vois, et pour avoir vécu au Japon, c'est les deux paradoxes. Au Japon, les choses peuvent être très lentes. Les Japonais vont être des maniaques, même dans la sexualité, dans les détails, dans le ressenti. Tu as dit maniaque quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ils peuvent être, tu vois le shibari, tu vois, il y a plein de choses où ils vont être très, comment dire, très précis et prendre leur temps dans l'organique et la matière. Et à l'inverse, il y a tout un autre. Névrosés. Oui, mais qui ne l'est pas, excuse-moi. Ouais. Et dans tout un autre pan, c'est juste que la névrose des Occidentaux est moins stylée, je trouve, que les Japonais. Ça dépend quoi. Ouais, ça dépend. Et alors que dans tout un autre pan des Japonais que je connaissais, où eux qui étaient vraiment bordéliques, addicts au porno, sur les écrans, dans un monde complètement digital et déconnecté de la réalité. Donc là, on peut. En tout cas, de cette matière. On peut peut-être orienter vers se faire accompagner pour se déconditionner. Là, c'est trouver du plaisir finalement en fait dans le réel et aller voir en fait à quoi fait référence cette addiction, d'où ça a commencé aussi, quel genre de porno il regarde. Absolument. Parce qu'en fonction des pornos qu'il regarde, il peut y avoir des pulsions refoulées, il peut y avoir des choses. On a eu comme ça des accompagnements où les hommes disaient voilà, ils avaient l'impression d'être gays en fait, où ils regardaient des pornos gays et en fait ils sont pas gays. Et en fait, il comprenait pas. Et c'était une question qu'ils avaient posée, est-ce que je suis gay ou je suis pas gay? Est-ce que je suis homo ou pas? Et en fait, on lui a posé la question. Il dit parce que quand j'étais petit, mon père me disait toujours t'es un PD. Voilà, t'es un PD. Et donc lui, il dit peut-être que j'en suis un, tu vois. Donc il avait du mal dans son corps, dans ses relations, tout ça. Et puis avec sa femme, c'était compliqué. Et une fois qu'on a élucidé ça, on lui a dit mais attends, mais tout va bien. Et puis même si c'était le cas, c'est ok. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que t'es attiré par un homme, ça et tout? Et en fait, ils disent non. Et donc, on a compris que c'était juste la croyance qu'il avait et la loyauté. Encore dans les conditionnements, encore dans les croyances. Le mental ego, il n'est pas trop malin, donc il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Des raccourcis, quoi. Et chercher aussi des anesthésiants. Et le porno est un anesthésiant pour anesthésier une douleur, une souffrance qu'il y a. Et souvent, la connexion, le chemin vers cette souffrance, il n'est pas évident. Et c'est pour ça que les accompagnants, les thérapeutes, peu importe, un sexologue, ou allez voir qui vous voulez, ou nous, on accompagne aussi, peut être un accompagnant, un mentor, un guide dans ce cheminement vers, ok, quelle est la vraie souffrance? C'est quoi la souffrance? Tu vois, pourquoi il y a une fuite? Parce que le porno, c'est de la fuite. Ouais. Pourquoi il y a une fuite dans le porno? Stimulation aussi. Ouais, et pourquoi il y a cette demande de stimulation? Tu vois, est-ce que je veux pas avoir la même sexualité que mes parents, donc je veux partir dans cette sexualité fantasmée? Il y a la notion d'autopunition aussi, beaucoup dans le porno. Bien sûr. Énormément de culpabilité, bien comme sûr. Avec la nourriture, bien le sûr. Sucre. Le porno, c'est vraiment l'outil de culpabilité. En fait, donc je vais chercher quelque chose qui va me fournir du plaisir avec lequel je vais culpabiliser derrière. Et puis il faut pas mélanger, c'est pas parce que tu regardes un porno une fois de temps en temps et que t'es névrosé, t'as un problème, tu vois. Par contre, si c'est vraiment une addiction et que c'est quotidien et que ça entache directement et que ça impacte directement ta vie sexuelle, là ouais, faut se poser des questions. Hello, que penses-tu du sexe hors mariage ? Ça dépend de la condition, c'est-à-dire est-ce qu'on parle là des conditionnements culturels, religieux, du fait d'avoir du sexe hors mariage. Je pense que c'est ce que tu avais répondu tout à l'heure, c'est-à-dire ça dépend quoi, comment, pourquoi.
en fait. L'amour, c'est l'amour, en fait. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus, en fait. J'ai pas de jugement, en fait. C'est pas le jugement, mais par contre, tu viens de dire un truc important. Tu as dit l'amour, c'est l'amour. Ouais. Mais là, il n'y a pas écrit. Ouais. Tu vois, Si là, ça il y a part- juste hors mariage. Si ça part d'un espace d'aimer, de se sentir aimé, et que ça part d'un espace qui a une certaine, je trouve, pureté, parce qu'il y a un sentiment fort l'un envers l'autre, oui. Après, si c'est dans de la consommation en mode boîte de nuit et coup d'un soir, c'est une autre dynamique, tu vois. J'ai pas de jugement sur tout ça, en fait. C'est qu'est-ce qui fait que cette personne se juge par rapport à ça. Et moi, personnellement, ça aurait été impensable d'être vierge et de me marier direct, et bon, bah, c'est comme ça, tu vois. Et pourtant j'y ai pensé, tu vois. Parce que j'ai eu mes premiers rapports à 19-20 ans, ce qui était tard, entre guillemets tard, Pour un homme, par rapport à mes potes et tout. française, Bon, mes potes, c'était à partir de 12 ans, tu vois. Oh, 12-13 ans, bien sûr. ouais. 12-13 ans, C'est des bébés. 13 ans, ça commence. 12-13 ans. Et alors que moi, je jouais à la mitraillette, j'avais mis G.I. Joe, tu vois. Vas-y, fais le bruit. Tu vois, moi, j'étais avec mes jouets, je kiffais, tu vois. Et dans les histoires, moi, j'étais en mode... tu vois ce que je veux dire, ah ouais, faut pas montrer, en fait. Ouais. Et entre 16 et 18, là, ça y est, c'est la fenêtre de tir, là. Oh là là. Bah, c'est American Pie. C'est en gros... Je ne veux pas savoir. 16-18, si t'as pas fait, limite, t'es une baltringue, tu vois. Oh. Alors, ça dépend de l'écosystème dans lequel tu es. Bien Tu sûr. peux avoir des potes qui sont dans le même délire et qui vont pas te juger, il n'y a pas de problème. Mais avec le mot puceau, c'est une insulte. Si on te dit t'es le puceau du coin ou du quartier, c'est chaud. Alors qu'être vierge, c'est Être vierge, un trophée, quoi. Vierge, c'est pour les femmes, Voilà. c'est protégé. Ouais. Puceau, c'est pour un homme. Ouais. On dit pas puceau d'une femme, on dit Non, d'un homme. non. Et un puceau, bah, t'es... Donc vous avez votre truc à T'es vous. un vermisseau, quoi. Voilà. Dans la croissance, tu vois, fou, hein. dans l'écosystème dans lequel j'étais. Et c'est pour ça que je l'ai fait à 19 ans, mais c'était pas dans les bonnes conditions. Et moi, ce que je voulais, c'était attendre de vraiment me sentir connecté à une femme. Et là, oui. Alors que si tu es plus vierge, dans certaines cultures ou autres, surtout en France, tu es une traînée, quoi. C'est-à-dire si tu n'es pas préservé. En France, ça dépend de quelle culture, mais ouais. Je te parle de ma culture à moi Dans certaines d'origine. cultures, ouais. C'est voilà, pour pas dire d'autres mots. Et en même voilà. temps, moi, il y a des trucs qui me choquaient, où quand j'étais au lycée, j'étais avec une copine au lycée, et sa mère nous apportait le jus d'orange le matin dans le lit, et j'étais pas bien. J'étais en mode... j'étais pas bien, c'était trop... Si tu nous vois, c'était trop salut. gaouer pour moi, tu vois, alors, ça va trop loin, là, tu vois, c'est chelou quand même. c'est de l'intime, là. Moi, chez moi, j'ai une famille franco-française, enfin italienne lointaine, mais moi, ma mère, elle m'a dit, il n'y a pas de fille à la maison, tu vois. Ouais. Et j'ai une famille française, elle m'a dit, je veux pas avoir de filles à la maison. Des valeurs, quoi. Tu vois, tu fais tes trucs Sans dehors, mais jugement. pas de filles à la maison, il y a quoi que ce soit, tu te protèges, enfin, mais limite, je veux pas trop. Je veux pas savoir. Ouais. Ouais, un truc de je veux pas trop savoir, quoi. Et paradoxalement, Est-ce que c'est pas tabou, du coup? Est-ce que c'est pas du tabou, là? nous aussi, on avait un tabou, bien Voilà, sûr. c'est ça. Bien sûr. C'est pas une question Mais de valeur, c'était c'est une question de tabou. C'était pas placé au même endroit. Hum. Moi, c'était pas, il faut que tu te préserves pour ton mariage, Géraud. Ma mère, c'était pas mariée, donc mon père s'en foutait, donc ça n'a jamais été dedans dans l'équation. Par contre, moi, par respect pour mes parents, je faisais pas de dinguerie, quoi. Donc c'est une question de respect. Tu vois, C'est vu comme du respect. Respect, c'est Voilà. l'amour. Tu vois, j'ai cette L'amour, discussion pas la encore. honte, quoi. Voilà. Et puis, je me respectais, je m'aimais. En fait, j'étais en mode, je veux pas faire n'importe quoi. Après, quand je suis parti au Japon, c'est un peu dérapé, mais à la base, j'étais en mode, non, je veux me connecter à une femme que j'aime. Et mon gros truc, c'est que depuis le collège, quand j'étais en kiff sur une fille, à l'époque c'était une fille, mais après des femmes, bah, c'est là où je buguais, quoi. C'est là où je buguais, c'est là où j'y arrivais pas. Et des fois, je me rabattais sur des femmes à qui je plaisais, qui me plaisaient moyennement. Puis, tu vois ce que je veux dire, j'ai fait des concessions, elles y sont pour rien, c'est moi et moi. J'ai fait des concessions qu'avec le recul, je dis, ah ouais, tu vois. Du coup, ça va être important d'aller sur la même question. Mais façon, il y a des femmes aujourd'hui qui ont entre 30 et parfois même plus de 45 ans, qui sont d'origine maghrébine et qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, pas une seule fois. Et c'est un vrai fléau, parce que Ouais. j'en rencontre beaucoup qui se confient à moi en privé et qui sont tétanisés de passer ce pas-là, pour le coup, qui ne veulent pas forcément se marier, qui rêvent de se marier mais qui ont peur de l'engagement, qui ont en fait des ancrages qui ne leur permettent pas d'aller plus loin. Et du coup, elles vont flirter de loin ou flirter jusqu'à une certaine limite. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là? Parce que c'est vraiment ancré, hein, c'est vraiment la ficelle Ouais, mais je sais. de l'éléphant. Ce qu'on disait, ouais, c'est toi et moi, on le sait, hein, on estime qu'on a très peu de libre arbitre, qu'on est des algorithmes conditionnés. Ça pique, mais c'est comme ça. Et le chemin de la liberté, de la guérison, entre guillemets, c'est de connaître son histoire pour s'en défaire, se connecter à sa culture, à son histoire, pour aussi savoir parfois la mettre de côté. Parce tout n'est pas juste et bon dans les traditions et les cultures.
ça a été fait tant bien que mal pour se protéger au fil des siècles et des millénaires. Mais comment on passe le pas? Parce que c'est une barrière psychologique. Elle n'y arrive Mais pas. c'est ça. Mais C'est Anissa, dur. Moi, je sais que voilà, je suis restée vierge jusqu'au mariage. C'était impensable pour moi avant. donc C'est-à-dire je pense que que c'est la mieux placée pour parler. c'est vraiment un fléau. Parce que c'est-à-dire c'est comme s'il y a une barrière. C'est vraiment une chape de plomb. Mais une fois que tu t'es marié, par exemple, qu'il y a eu un mariage et un divorce, moi aussi j'ai rencontré une femme il y a des années qui s'était mariée, ça n'avait pas marché, et donc elle avait eu ses premiers rapports avec son mari et ils avaient divorcé. Et après sa famille était en mode non mais c'est bon, limite maintenant on s'en fout quoi. C'est juste pour le mariage, parce qu'en fait on parle de quoi? On parle que de la honte. C'est la honte pour la famille. L'engramme de base, il est là. Même après mon divorce, en fait, c'était pas. En fait, si j'étais revenue, je sais pas, à la maison. Moi, je pense que c'est la peur d'être enceinte. Vraiment, c'est ça la honte. Hein. Je vais mais la honte pour qui? Global. Enfin, je veux dire, c'est pour la famille, le système familial. Bien sûr. Moi, il était impossible pour moi, en fait, d'avoir des... J'imaginais même pas dans ma tête, en fait, de me dire, tiens, il y a la pilule, tiens, il y a... En fait, franchement, j'avais l'impression d'être vraiment archaïque. Hein, et de me dire, bah non, je vais pas prendre ce risque vis-à-vis de mon père. C'était surtout mon père. Je dis, je peux pas, en fait. Je peux pas venir avec un enfant. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des jeunes femmes, en fait, qui ne se sont pas mariées, qui font partie de la même culture que moi, qui sont tombées enceintes et qui sont parties voir la famille et tout, et maintenant ça se passe très très bien. Il y en a plein pour qui ça se passe comme ça. Hein. Donc il y a peut-être aussi ça. Moi en tout cas, ce que j'ai à conseiller sur ce sujet-là, c'est l'expérience. Quand on a 40 ans, 45 ans, à un moment donné, ce que veulent nos familles, c'est qu'on soit heureuse. Hein. Personne n'a envie de nous voir finir seul. Hein. Donc c'est d'expérimenter. Je sais que c'est difficile, mais peut-être y aller par étapes, d'accord? Peut-être faire des dates au début, et peut-être pousser un tout petit peu plus, apprendre vraiment à faire confiance à un homme avec qui on pourrait passer le pas, et puis faire ce travail de pardon avec soi et de passer le cap. À partir d'un certain âge, se faire accompagner sur le sujet, vraiment en faire l'expérience. Parce que c'est pire, hein, plus on attend, plus c'est pire. La vie est courte. Hein. Ouais, et puis tu verrais que comme par hasard, si ces mêmes personnes déménageaient, moi j'en ai vu plein, hein, des hommes et des femmes de certaines cultures que je rencontrais au Japon, comme par hasard, ils n'avaient pas du tout le même comportement quand ils étaient dans leur famille, dans leur pays. Oui, bien sûr. Donc c'est pas une question en fait de soi c'est juste une question d'environnement, de loyauté au conditionnement et faut pas que ça sache, de honte. On dit hazu en japonais. C'est que ça en fait, c'est qu'une sorte de honte. Sujet, hein. La honte, c'est de l'ego. Et en vrai, la plupart des parents, tous les parents nous veulent heureux. Ils ont leurs limitations, ils ont leurs croyances. Je pense que quand tu arrives à un certain âge, quand tu arrives à 35, 40 ans, tu as bien entamé ta vie quand même. Moi, j'en ai de 45, 50 ans. Hein, tu t'imagines? Qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Jamais. Et donc, c'est quoi? Tes parents ils vont venir, ils vont te faire une tape sur la main en disant c'est pas bien à 50 ans. Non, mais là, ça montre juste aussi la puissance de l'ancrage. En fait, bien sûr. De l'interdit. Tout à l'heure, tu as commencé, je ne sais pas si on l'a eu à l'audio, tu as dit que c'est le syndrome de la ficelle autour de la patte de l'éléphant. Ouais. C'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup. C'est l'image, tu sais, pour dresser un éléphant. C'est au début, tu le dresses en lui mettant une chaîne autour des pattes. Et une fois qu'il est dressé, au bout de quelques années, quand il a grandi, en fait, une ficelle suffit. C'est un éléphant une éléphante dans toute sa force et sa puissance de vie, mais qui va rester dans le zoo, enfermé, à manger ce qu'on lui donne à manger, parce avec une ficelle. Parce que ça y est, le conditionnement, il est là. Un jour, j'ai vu c'était un petit film indépendant. J'ai même acheté le DVD, ça s'appelait Sue, perdu dans Manhattan. Et c'était l'histoire d'une femme qui avait, je crois, une quarantaine d'années et qui s'autorisait en fait une vie sexuelle assez riche, avec différents hommes à Manhattan. Et ce qui était intriguant, c'est qu'en fait, chaque homme qu'elle rencontrait, et chaque nuit qu'elle passait avec un homme différent, parfois le même plusieurs fois, mais elle avait plusieurs amants comme ça, de différentes typologies, différents âges. Mais chaque nuit qu'elle passait avec eux, elle les aimait vraiment. En fait. Elle se donnait vraiment à partir d'un espace d'amour. Vraiment, elle les aimait. Comme s'ils étaient mariés depuis des années, comme s'ils s'aimaient profondément. Et ça déstabilisait les hommes. Et tu as des hommes qui étaient des fois dans leur vulnérabilité touchés de se sentir aimés par cette femme, en fait. Autant. C'était pas mécanique, c'était pas un coup comme ça. C'était vraiment, elle était en mode. L'amour sans attente, en gros. Ouais, elle était vraiment. Juste donner, quoi. Tu sais, comme dit Barry Long, les corps savent faire l'amour, c'est l'ego qui vient s'interposer. Et avec toutes ces histoires et ces conditionnements et ces croyances, et ces limitations et ces projections. Et ce film m'avait marqué, en fait, que j'ai trouvé ça beau. Et parce que moi, j'oscillais parfois aussi hein, dans toutes sortes de schizophrénie. Moi-même, hein, moi j'ai eu des phases d'un an et demi de sevrage sexuel où je fréquentais plus de femmes. Sevrage sexuel. Et c'était en mode coup de frein à main. Et c'était pas non plus sain. Parce que ça générait d'autres comportements, de la colère, ça générait plein d'autres choses. Je pense qu'il y a un espace à un moment donné où
pour moi, clairement, tout être humain, et c'est ce que j'ai fait aussi, c'est de clamer, de revendiquer ma liberté, qui je suis, le droit aussi de me tromper et de tâtonner. Quand tu as un parent qui vient derrière et qui te dit, qui me dit, moi ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y a c'est un entourage qui te dit, t'as vu, on te l'avait dit, tu t'es trompé, etc. C'est pas un espace sain pour évoluer. Pourquoi j'attire que des hommes qui me parlent de sexe au téléphone? Parce que c'est ce que tu veux et que tu veux pas aller plus loin en vrai. Peut-être que c'est ce que tu veux inconsciemment, mais que t'oses pas, toi, parler de sexe au téléphone, ou t'oses pas une sexualité, que l'autre te renvoie en miroir, en fait. Encore une fois, la vie va nous envoyer toujours ce qui est le mieux pour nous, et parfois ce qui est mieux pour nous peut être hyper challengeant. Donc, quelle est ta relation à la sexualité? Si par exemple, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, tu es quelqu'un qui ne va pas trop avec des hommes ou qui n'a pas vraiment de vie sexuelle ou n'ose pas y aller, et ben, la vie va peut-être t'amener des hommes qui vont t'en parler au téléphone. Ou, tu sais, c'est comme les femmes qui mettent des décolletés plongeants et qui disent mais je comprends pas, ils veulent tous me sauter. Bah, t'as un décolleté plongeant. C'est un appel. Tu vois, Ok, attends, on va faire quand même une pause là-dessus parce que je pense que ça va énerver pas mal de femmes et je comprends. Est-ce que du coup, quand on met un décolleté plongeant, une robe sexy, courte, est-ce que pour autant c'est un appel en fait à la sexualité? Est-ce que c'est un message qu'on envoie inconsciemment? Mais bien sûr, mais c'est ok. En fait, tu peux être sensuel et sexuel et tu peux avoir des hommes qui te disent que tu es magnifique et que tu peux recevoir aussi qu'il y a des hommes qui vont être à qui tu vas plaire. Il faut sortir La naïveté, de la naïveté et du truc de je comprends pas. T'as un corps, je le regarde. Tu me montres ton corps, je le regarde. Et s'il déclenche quelque chose en moi, c'est ok. Tu vois, ou paradoxalement, à l'inverse, donc faudrait rester complètement factuel. Non, du moment qu'il y a consentement. Du moment qu'il y a consentement, qu'il y a courtoisie, enfin, c'est ces grands paradoxes. C'est tous des salauds, mais personne nous drague. Ou tu vois, on part dans plein de polarités. Non, c'est le calibrage, c'est d'avoir un homme après des hommes qui se tiennent correctement et tu peux être un homme, il peut te faire la cour et te courtiser et ce qu'il a aimé chez toi au début, c'est peut-être ta poitrine magnifique ou tes formes et c'est ok. Et il a eu envie, en l'occurrence, d'avoir un lien avec toi à ce niveau-là. Bah, bien sûr. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, parfois, je comprenais pas non plus. Je pouvais avoir certaines tenues qui étaient un petit peu plus sexy et je comprenais pas qu'on regardait que mon corps parce que je me rendais pas compte en fait. Pour moi, je veux juste être. Voilà, c'est ça. Faut juste pas être surprise que des hommes et toute typologie d'hommes, c'est là un peu le risque. Et là, j'en suis désolé au nom des hommes. Qu'il y a toutes sortes de typologies d'hommes ça peut partir du sifflement à quelque chose de très courtois avec tout ce qu'il y a entre. Ouais, clairement, ouais. C'est juste ça. C'est juste qu'en se positionnant, le truc c'est pas ne le fais pas ou c'est toi la coupable. On va pas rentrer dans ces discours. Non, clairement, c'est important. C'est pas mon délire. Ouais. Là, le but, il n'y a pas de culpabilité. Faut juste savoir que le signal que j'envoie. Le signal que tu envoies, c'est ça. Ça peut être pris comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et ce que j'aime bien avec le grand paradoxe, c'est que si tu vas dans un camp naturiste, au final, c'est limite, c'est tellement limite, ça en est emmerdifiant. Après, c'est plus que des corps. C'est limite le bon enseignement des camps naturistes. C'est qu'au final, c'est corps nu. Avec des corps nus. Ouais. Et on revient au truc médiéval. J'ai vu sa cheville. Quelle malléole. Tu vois, c'est la schizophrénie de l'être humain qui tourne en boucle. Alors, un homme avec de nombreuses conquêtes avant nous peut-il toujours nous voir uniques au lit? C'est une vraie question, ça aussi. J'ai envie de te dire peu importe, tant qu'il est vraiment présent avec toi. On a eu cette expérience, toi et moi. C'est le fameux, je répète souvent, ma femme, c'est 1001 femmes en une, et je suis 1001 hommes en un. C'est-à-dire que je suis changeant, je peux être plein d'hommes, et avec ma femme, on l'a toujours dit. C'est-à-dire que si je suis attiré par une femme ou des femmes dans une journée, et que j'ai une charge, une montée de kundalini, un peu de sexualité, et ma femme a l'intelligence de le voir et de le sentir et de le savoir, et aussi parce que je lui verbalise, elle a eu l'intelligence d'énergétiquement incarner ce que j'avais envie en fait. Et vice-versa, je suis là pour ma femme. Et on communique beaucoup sur le sujet. On voilà, communique en fait, on garde pas tout à l'intérieur. Moi j'ai été avec plusieurs femmes dans mon passé, et pourtant depuis 10 ans, j'adore ce que je vis avec Anissa, et on a une sexualité qui va de... je préfère notre sexualité maintenant que celle d'il y a 5 ans par exemple. Je suis d'accord. Tu vois, donc c'est en constante, et c'est pour ça que vous voyez c'est en constante évolution, et vous voyez moi j'ai déjà vu des couples 50 ans, 60 ans, 20 ans, 25, 30 ans ensemble, et
sexuellement, c'est toujours c'est Magnifique, wow, quoi. ouais, bien sûr. Parce que tout évolue tout le temps. Et c'est pas parce qu'ils ont testé tout le panel des expériences et des perversions sexuelles ou des pas perversions, Des fantasmes. mais fantasmes. Parce qu'il y a une charge de jugement sur perversion. Mais même ça, c'est ok. J'ai pas de jugement dessus. Nous, c'est pas notre délire, mais c'est ok d'explorer des choses. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est comment j'aime ma femme, comment elle m'aime, et dans cet espace-là, comment elle écoute aussi parfois ce que je demande, et comment moi j'écoute aussi ses demandes. Et là, on peut se retrouver, on peut être puissamment ensemble. De toute façon, ce qui est beau dans un couple qui dure, en tout cas pour ma part, ça me permet à moi, en tout cas avec toi, de m'autoriser pleinement toutes mes facettes, parce que je sais que je suis aimée telle que je suis, et le fait de se connaître de plus en plus, dans différents pans de nos vies aussi, fait que je sais que je me sens en sécurité et que je peux vraiment m'abandonner, j'ai envie de dire, dans ces aspects d'intimité. Et c'est ça qui Clairement. me met en sécurité. Par contre, le danger, effectivement, c'est de faire l'amour mécaniquement, de faire toujours la même chose, de la même façon, à la même heure. Enfin, nous, on est partisans d'avoir des rendez-vous, mais après, ces routines-là changent continuellement. On pose une routine, après on change. C'est comme le sport. Tu ne vas pas faire tout le temps le même exercice à la même heure pendant 25 ans. Ça peut, mais c'est... Puis au bout d'un moment, le corps s'habitue, donc il faut passer à autre chose. Il faut court-circuiter, il faut un peu électrochoquer le corps pour avoir d'autres résultats. Justement, ça emmène sur cette question. J'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir pendant mes rapports intimes. J'évite tout de même de simuler. Que faire? Parce qu'à chaque fois que je veux aborder le sujet avec mon mari, il se braque. Comment l'aborder? Ouais, mais c'est un sujet qui peut être tabou pour certains hommes. Hein. Il l'a fait d'une certaine façon et qu'il n'a pas été accompagné. En plus, on est tous la génération porno. On a tous plus ou moins été éduqués au porno. Performance aussi. La performance, Voilà, la performance si du porno. Si j'ai pas réussi à donner à ma femme ça, c'est que je suis pas assez. C'est ça. Voilà, les Donc- hommes, vous portez ça Donc aussi. Hein. ça part d'une forme d'impuissance, pas dans le sens sexuel, mais impuissance de qu'est-ce que je dois lui donner, comment je dois lui donner, et qui fait que les hommes vont pas forcément être à l'écoute. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que femmes, voilà, dans ce genre de cas? Alors là, s'il veut pas écouter, à un moment donné, il faut vraiment, poser un cadre et se poser et en parler. Enfin, l'autruche, ça marche pas, parce qu'au bout d'un moment, elle va aller voir ailleurs, ou le couple va s'effriter, ou il va aller voir ailleurs. Ou le pire, c'est que lui pourrait aller voir ailleurs, parce qu'entre guillemets, sexuellement, ça le fait pas, quoi. Mais est-ce qu'il faut simuler en attendant de peut-être prendre ça Ouais. d'une autre façon? Je sais pas. Moi, je suis partisan de l'authenticité Ouais. pure et radicale. Donc, Ouais, si tu simules, tu fais que repousser le C'est vrai. truc à dans quelques années. Tu vois. Donc, autant être cash et direct et en parler. Mais le problème, c'est de ne pas avoir les mots. Et puis, ça peut être hyper délicat. Tu vois. Tu as beaucoup d'hommes qui vont se braquer parce que ça remet en question de. Puis, avec d'autres, ça allait, mais avec toi, ça va pas. Ou ils peuvent vite se braquer et rejeter toute la faute sur la femme. Ça, c'est aussi nos faiblesses et La fuite, ouais. notre immaturité, nous, d'hommes. Ou si on n'est pas dans cette virilité, cette performance sexuelle, on est des merdes, quoi. Et il faut avoir un sacré degré quand même de maturité, d'expérience et de pas de performance, non, c'est pas ça. De que je veux dire, pas du tout, communication, de peut-être. connaissance de soi, pour être capable de dire, ok, bon là notre vie sexuelle, faut qu'on en parle. Si tu es avec un homme qui veut pas parler, c'est toujours délicat. C'est comme, Faut se faire accompagner. pour moi, il faut se faire accompagner. Et puis à un moment donné, il faut mettre Faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. et puis il faut se positionner, dire ça peut pas durer en fait. On peut pas avoir une vie sexuelle comme ça. Je prends pas de plaisir, voire même il peut y avoir de la souffrance chez la femme, dans son corps, dans son être. Et si elle souffre, il souffre. Complètement. Parce qu'on sait tout et on sent tout. Complètement. Tu vois, il peut être dans sa tête, imaginer autant de Natacha et de Kimberly qu'il veut. En attendant, si sa femme n'apprécie pas, parce qu'un homme, ce qui fait vraiment kiffer un homme, c'est de voir sa femme Prendre du plaisir. prendre du plaisir. Ouais. Tu vois, il est trop au service de sa femme dans cet espace-là. Et en fait, ça nous revient. Et là, l'énergie, on part dans quelque chose d'extraordinaire, alors, tantrique pour certains, mais juste d'extraordinaire, dont parle Barré Long. Et on part dans une connexion en fait entre pénis et vagin qui est cosmique, qui est puissante. Tu vois, sans être perché, attention, parce que dès que je dis cosmique, on dit ah là là, il est chelou lui. Non, on part dans quelque chose d'ancré, puissant, et nous, c'est ce qui fait que ça dure. Il y a encore plein de choses à explorer. En fait, quand j'étais célibataire, à un moment donné, j'ai rencontré un homme avec qui ça matchait super bien, enfin, mais vraiment, une belle relation, intellectuellement, émotionnellement, tout. La soirée est parfaite, et je me dis, ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un en fait qui me convient. Et le lendemain, je me réveille avec beaucoup d'espoir et je reçois un message qui fait 4 km qui me dit voilà à quel point je suis parfaite, à quel point c'était merveilleux, tout ça et tout, mais qu'en fait on s'arrête là.
Donc là, c'est la douche froide. Et je discutais avec Marianne, là, et elle me disait, oui, je connais beaucoup de gens à qui ça arrive. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Et en fait, Les hommes. les gens, ça peut être une femme qui fait ça Mm. aussi, hein. Je ne veux pas dire les hommes, moi je l'ai vécu avec un homme. Et en fait, à l'époque, j'avais mon ami, et j'en ai parlé, et j'en étais à je ne sais plus combien de rencontres, et j'étais complètement désespérée. Et je l'appelle en pleurs, je lui dis, je comprends pas ce qui se passe. Et elle me dit, écoute, on peut pas rester comme ça, appelle-le. Et prends ton courage à deux mains et demande-lui qu'est-ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait pour que tu puisses apprendre pour les prochaines relations, tu vois. Tu sais que ça, c'est génial hein, de faire ça. Ah mais Très peu de gens font ça. franchement, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai appelé. Et il a décroché tout de suite et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, je comprends pas, mais c'est pas grave, je respecte ton choix, mais je veux juste savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et là, clairement, il m'a dit, bon, écoute, je vais pas y aller par quatre chemins. Déjà, alors déjà, j'ai beaucoup apprécié la femme que tu es et tout. Pour moi, tu es vraiment la femme parfaite. Par contre, il y a deux choses qui, franchement, pour moi, étaient trop compliquées. La première, c'est que pendant le repas, en fait, j'ai remarqué que tu m'as beaucoup analysé. Tu m'as vraiment beaucoup limite psychanalysé, quoi. Donc ça m'a beaucoup gênée. C'était limite de l'intrusion. Alors qu'à l'époque, je savais pas, mais forcément, je suis devenue accompagnatrice depuis. Donc je savais pas que je savais lire dans les gens. Et moi, je m'intéressais vraiment à lui. C'était une preuve d'intérêt. Mais lui, il l'a reçu comme ça. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est il m'a dit en fait, c'était trop pour moi. En fait, c'était trop. Ce que tu m'offrais, c'était trop. Et j'ai eu peur, en fait, de cette relation. J'ai eu peur d'être addict, j'ai eu peur d'être jaloux, j'ai eu peur d'être dépendant. De ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur aussi. Et pour moi, j'ai préféré mettre fin à cette relation. De la peur, quoi. Parce que j'ai déjà vécu une relation avant moi, Mm. où il a limite harcelé la femme parce qu'il était accro. Donc ça veut dire que là, en fait, ça m'a permis à moi de comprendre déjà l'histoire de psy de comptoir. Ça m'a bien parlé. Et puis pour le reste, de me dire, ok, Psy de comptoir. oui, c'est-à-dire que j'avais fait ma psy de comptoir en lui posant toutes ces questions. Enfin, lui, c'est comme ça qu'il l'avait énuméré. Mais en gros, ça m'a permis aussi de me rassurer sur me dire, ok, je suis pas toute seule dans l'histoire. C'est-à-dire que parfois, quelqu'un peut mettre fin à une relation et c'est bon pour moi. Mm. Et sur le moment, ça m'a complètement apaisée et je me suis dit, ok, c'est que c'était pas lui. C'est important de se rendre compte que chacun est là où il en est. Et, des fois, c'est comme ça. Et moi, je compare souvent ça à une fréquence de radio, en fait. Et tant que tu n'as pas la bonne fréquence, il faut moduler. Tu parlais tout à l'heure des femmes qui peuvent ne pas avoir de relation jusqu'à 40, 45 ans. Pourtant, la vie est un espace d'exploration et d'expérimentation. Le but, c'est de rester toujours dans le cadre de vos valeurs et de ce qui vous correspond pas, même si fait des fois qui ne nous correspondent pas, qui peuvent être perturbantes, challengeantes. Mais de continuer à en fait, fine-tuning ce tuning. La preuve de notre relation. Je savais sans savoir que je me fais avec elle et pourtant c'est toujours de moi une part de moi qui dit non. Voilà, elle est idéale pour moi. Oui, mais non, en fait, ça sera mieux pour moi. Non. Persévérance et persévérance. Tu l'as pour moi, l'exemple de la persévérance. Mais les gens font ça, c'est vrai. C'est bon. Ouais. Okay. Je suis actuellement maman solo depuis la naissance de mon fils, donc 7 ans. Je souhaite partager ma vie avec un homme. Actuellement, il y a un homme célibataire qui m'intéresse sur mon lieu de travail. Je sens que le feeling passe également de son côté, mais notre relation n'évolue pas. Que faire ? Pour info, on a la passion du même sport, il est un peu plus jeune. Ça arrive souvent, hein. C'est-à-dire que des femmes en fait vivent ça sur leur lieu de travail, mais en fait il ne se passe rien. Personne ne fait le premier pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à une femme pour bouger les choses si l'homme ne fait pas ce premier pas ? C'est parti. Moi, tu me connais, hein, je suis partisan de vivre la vie et qu'il y a une vie à vivre. Et en même temps, je suis toujours très en conscience de l'écosystème et de ce qu'il y a autour de moi. Surtout dans le monde du travail. Quand il y a des cercles comme ça, ou quand c'est l'ami d'un ami, ou quand c'est dans la famille, ou quand c'est au travail, et que c'est dans un espace en fait où ça peut être vite un espace clos. Je comprends que ça peut être un peu plus délicat. Ça peut être toujours cool de se voir en dehors du travail. Moi, je suis partisan toujours d'être un peu discret. Et si tu as en face de toi une personne qui a cette maturité, un homme qui a cette maturité, de discrètement se voir. Mais il y a toujours des risques. Mais là, c'est pas le cas. Il n'y a même pas de premier pas. Il y a toujours, mais c'est d'enclencher un premier pas, ça c'est clair. Mais comment tu fais ? Non, mais c'est ça la question. Comment tu fais ? Après, t'es marrante, toi. Comment je fais ? Je connais pas sa personnalité. Non, mais c'est pas grave, parce que ça arrive souvent. On se regarde. Tu vois bien que là, il y a quelque chose. En fait, la priorité, c'est quoi ? La priorité, c'est de garder ce boulot et de garder une image entre guillemets absolument. Est-ce que pour toi, c'est terrorisant s'il y a une histoire entre vous et que ça marche pas, par exemple ? Est-ce que ce serait la fin du monde pour toi ? Est-ce que tu devrais quitter ton job
qui te passionne, ou est-ce que c'est un job alimentaire et franchement, tu préférais connecter avec cet homme Franchement, c'est pas la question, mon cœur. C'est comment on fait. T'as vu, toi, tu le vois. du cadre et de l'espace du travail. Parce que en entreprise, tu es dans un certain mode. Tu vois, et il y a des fois des gens que tu as vu des années en fait dans ce mode travail, et rien que de les voir dans la rue, limite, tu les reconnais pas. Donc, est-ce qu'on peut se voir en dehors du travail? Mais comment tu fais ça quand tu es une femme? D'aller voir un homme et lui dire est-ce que tu vas aller prendre un café, c'est prendre le risque d'être rejeté. Bah oui, mais ça, je répète, la vie, c'est du courage et des Mais t'es risques. une femme, il n'y a pas un moyen qu'on peut faire pour que ça soit subtil sans qu'on soit rejeté. Il n'y a pas des trucs que les femmes font pour envoyer des Mais signaux moi, pour que moi l'autre bouge. j'adorais quand une femme me disait clairement, ça te dit on prenne un verre? Je dis, mais carrément. Si en plus il y a un truc assez réciproque Hmm. et que je la trouve cool, moi ça m'est déjà arrivé. Et je dis ouais, carrément. Et puis on avise. Après, c'est partir sur une base relativement neutre, mais aussi de faire comprendre que c'est pas un café après le boulot entre collègues. Hmm. C'est franchement, j'aimerais te connaître un peu mieux. Est-ce que ça te dit de qu'on prenne Bon, là, c'est une question de courage, quoi. En Bah, il y gros. a Ok. quoi d'autre? Ok. Non, non, mais parce vois que c'est pas simple. Après, Hein. après Pour si une c'est femme. si c'est un lieu de travail où il y a du ragot et des commères, si c'est des nouvelles dans le boulot et que tu veux pas trop te faire remarquer, il y a plein de paramètres après, tu vois. Mais si c'est un job dans lequel tu es bien établi, que tu connais à peu près tes collègues, même s'il se passe un truc et tu as des gens autour de toi qui sont, avec lesquels tu t'entends bien et que même s'il y a des ragots, même si tu as des réflexions, quoi que ce soit, tu peux y faire face, let's go. Mais c'est comme toujours, à un moment donné, tu peux pas vouloir la vie sans les risques. Pour savoir en fait si un homme te plaît, imaginons voilà dans le travail ou même dans le sport, voilà il y a des petits regards et tout. Je suis une femme et je ne sais pas si l'autre il est intéressé ou pas. Comment je fais pour prendre mon courage à deux mains et y aller et prendre le risque d'être rejetée? Parce qu'en fait c'est ça. Et pour une femme c'est lourd. Tu vois. Oui, mais vous êtes des hommes. Nous en fait si on fait le premier pas, c'est pas évident. Moi je pars du principe. J'aime bien arracher le sparadrap parce que plus ça dure, plus c'est Clairement. lourd. Déjà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, en fait, je me dis, le non, je le connais déjà. Je vais m'entraîner au non. Je vais m'entraîner à ce qu'ils me disent non. Je vais pas faire l'inverse. Je vais pas m'entraîner à ce qu'ils me disent oui. Tu vois, là, on va pas dans la loi de l'attraction et tout. Je vais m'entraîner à ce qu'ils me disent non. Et je vais vivre en fait l'humiliation, le rejet direct. Comme ça, je vais le vivre dans mon corps. Après, qu'est-ce qui reste une fois que je sais déjà à quoi ressemble le non? Il me reste la possibilité du oui. Donc du coup, je me dis, je vais tenter ma chance. Et s'il me dit oui, ça sera que du bonus. Je suis gagnante à 100% parce que le non, je le connais déjà. Après, moi, j'ai une approche pragmatique masculine. C'est ce qui m'est déjà arrivé. J'ai déjà été attiré par des collègues quand je travaillais, quand j'étais encore salarié, donc il y a plus de 15 ans. Et je pesais vraiment le pour et le contre. C'est quoi que j'aime chez elle? Est-ce que c'est purement sexuel? Et dans ce cas-là, franchement, il y a assez de femmes en dehors de mon travail pour aller draguer, où je peux m'amuser largement en dehors du travail, plutôt que de risquer des gossips, du commérage, enfin, tout un truc. Ou est-ce que vraiment, et c'est ça, tu disais un crush, oui, mais crush, c'est un truc mignon, tu vois, c'est un petit coup de cœur, tu vois. Est-ce que je me projette vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec elle, tu vois? Est-ce que je me dis, franchement, je peux me voir vraiment sortir avec elle, quoi. Et là, j'y vais. Là j'en ai rien à foutre. Et s'il faut changer de taf ou de travail, pardon, si je dois changer de travail parce que après, ça pourrait nous mettre mal à l'aise, je suis prêt à le faire. Parce que j'investis dans cette relation. Mais si c'est juste un petit coup de kiff comme ça, et qu'après, si c'est pas réciproque, il y aura que du malaise, et que de toute façon, je risque de quitter mon travail parce que je me sentirais pas bien dedans. Aujourd'hui, je me sens perdue, car l'homme avec qui je suis m'a brisé et a brisé mes rêves de famille. À la naissance de notre fille, en même temps, il y a eu le décès de son papa la même année. Sa mère toxique a tout fait pour nous séparer, créant des conflits perpétuels. Il s'est rangé du côté de sa mère. C'était la faute où j'étais la faute et le problème. Mais après que sa mère s'est mise en couple avec un nouvel homme, changement de comportement, lui qui parlait avant de séparation n'en parle plus. Celui-ci me disait vouloir des enfants, une famille et tout, mais tout a été brisé et je souffre de n'avoir que ma fille et de ne pas avoir d'autres enfants avec lui. Quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu. J'ai le sentiment d'avoir été manipulée, d'être un second choix. Que faire et qu'en pensez-vous? Là, on retombe dans la fameuse relation mère et fils, où il peut y avoir des fois, c'est de l'Oedipien pur, où il peut y avoir des fois un fils qui prend la place du père, surtout si le père est mort. Donc c'est un homme qui s'est retrouvé en fait le cul entre deux chaises, entre sa mère et sa compagne.
Là, il aurait fallu du courage et beaucoup d'hommes sont conditionnés dans certaines cultures, certaines familles, conditionnés en fait à être le fils à maman ou le fils de leur mère. Quand tu es en couple, et je le répète encore et encore, en constellation familiale, c'est clair et c'est ce que j'ai aussi toujours appliqué. Quand je suis en couple, moi dans ma famille, ma famille, c'est ma femme. La personne la plus importante après moi-même, c'est ma femme, c'est pas ma mère. Et ça, c'est pas évident pour beaucoup d'hommes. Et il y a beaucoup de femmes pour qui c'est pas évident non plus. L'homme de leur vie, c'est leur père. Et bonne chance pour construire une vie maritale, conjugale, épanouie. Bah donc là, en face de toi, personne n'a brisé personne, personne n'a manipulé personne, c'est que de la souffrance. En fait, ce que j'entends dans cette situation, c'est que au moment où lui devient père, son père décède. Tu vois, au moment où il y a la fille qui naît, lui, il perd son père. Donc, à ce moment-là, effectivement, comme il a une relation avec sa mère, a priori fusionnaire, qu'on peut appeler toxique, il va prendre cette place du père, parce qu'il se sent appelé par ça. Et en même temps, en fait, il va se retrouver coincé dans son rôle de père, puisqu'il prend la place du père qui est décédé. Donc là, quand tu dis qu'est-ce que je dois faire, bah, c'est déjà là aujourd'hui, c'est réglé au niveau de ta belle-mère. Elle est avec un nouvel homme. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie de continuer avec le père de ta fille? Est-ce que tu peux aussi envisager le fait que ça a perturbé en fait sa place de père, lui, hein, ton mari, le fait qu'il devienne père en même temps qu'il perde son père? Et qu'il y a eu un jeu de place qui s'est passé là, une confusion. Bien évidemment que normalement, tu aurais dû être la priorité, mais ça reste sa mère. Et ça, c'est compliqué quand même de choisir dans ce genre de situation. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prête à aller de l'avant avec cet homme et de poser les choses, de vous faire accompagner aussi, parce que là, c'est pas facile à résoudre tout seul, pour pouvoir en fait retrouver chacun votre place et faire table rase du passé, parce que je tiens à rappeler quand même qu'il a perdu son père au moment où il devient père. C'est pas rien, ça, c'est une information pépite quand même, hein. Donc à un moment donné, il se sent en loyauté de remplacer le père, et donc du coup, il n'arrive pas à trouver sa place. Donc c'est ça peut-être la chose à faire, c'est de voir si tu as envie de continuer. Si tu as envie de continuer, bah, de vous faire accompagner sur le sujet, sur ce point précis. Bonjour Anissa, une question au sujet des finances et le couple. On l'attendait celle-là. Mon partenaire et moi ne vivons pas ensemble. Le côté finance me touche beaucoup. Lui est lunaire, moi terre à terre, et je suis très prévoyante et pas lui, et ça me déconcerte. Je n'accepte pas sa façon de gérer son argent et il dit que je l'humilie et ne lui laisse pas sa place d'homme. Il dit que je déteste les hommes ayant eu un papa non présent, je ne supporte plus qu'il me dise cela. À chaque fois, ça se répète et je me mets à bouder et lui se met dans sa grande colère. Comment peut-on sortir de ce cercle infernal qui, pour moi, peut briser notre couple ? Donne déjà ta lecture. Alors déjà, il y a beaucoup de choses là-dedans. Les termes qui sont utilisés, déjà, ils n'habitent pas ensemble. Donc, en réalité, est-ce qu'on considère qu'on est en couple quand on n'habite pas ensemble ? Ça peut, mais moi, je pense que c'est un peu compliqué. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a la notion de « il est lunaire, je suis terre à terre ». Pourquoi est-ce que tu vas chercher quelqu'un de lunaire quand toi, tu es terre à terre ? Parce que ça vient travailler quelque chose dans ton système. Troisième chose, l'humiliation. Donc, a priori, tu dis, je n'accepte pas sa façon de gérer les choses. Donc, ça veut dire que là, vraiment, tu imposes ton style. S'il gère ses finances, il fait ce qu'il veut finalement, hein, parce que chacun fait comme il le souhaite. Et la notion que lui, il se sente humilié là-dedans. Donc, et en plus, bon, il y a le terme encore boudé. Hein. À partir du moment où vous mettez un mot boudé et que vous n'êtes pas en couple, vous n'habitez pas ensemble, ça et tout, pour moi, il y a une notion de sortir de l'adolescence et vraiment d'oser, vraiment vivre la vie de couple avec sa maturité. Donc, moi, c'est ça que ça m'inspire. Donc, je t'invite à aller faire peut-être ce travail-là sur toi et de voir pourquoi est-ce que tu as attiré un homme comme ça et qu'est-ce que ça vient t'apprendre en fait sur tes propres conditionnements, quoi. Sur le rapport à l'argent, qui lui peut être un peu flippant par contre, là je suis assez d'accord. C'est-à-dire que si on vivait ensemble, je parle comme si j'étais toi ou j'étais un des deux dans le couple, c'est si on vivait ensemble, effectivement, bah, c'est un peu flippant parce que avec quelqu'un qui est lunaire ou qui n'est pas les pieds sur terre, ça peut vite, il peut y avoir des mois difficiles. Et ce serait dommage d'avoir une cigale et une fourmi dans la famille. Il peut y avoir un équilibre qui se forme, mais de toute façon, pour moi, il faut une éducation financière. J'adore cette série Netflix de Ramit Sethi qui accompagne des couples au niveau de l'argent. Nous aussi, c'est ce qu'on fait. Hein. Il y a un équilibrage et un calibrage à faire. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus avec Anissa. De toute façon, il y a un équilibre, un calibrage à faire pour pas qu'il y en ait une qui va être peut-être dans le contrôle et aussi, par exemple, le sacrifice ou l'ultra-gestion, mais c'est du contrôle. Et l'autre qui va être dans le déni et je claque à tout va, je vis au-dessus de mes moyens ou j'ai absolument pas de visibilité à 2 semaines. Non, là, ça va pas le faire non plus. Donc là, c'est deux systèmes qui s'entrechoquent. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout qui est là pour pas que ça marche. Et en même temps, ça peut être transmuté, transformé.
Ça demande de l'accompagnement ou une grosse prise de conscience et un gros travail à deux. Mais pour moi, ça ne peut pas se faire tout seul. Nous, on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner constamment dans notre rapport à l'argent, dans notre sexualité, parce que ça va ensemble. Ça serait vraiment intéressant. Pour moi, c'est logique qu'elle elle est terre à terre et elle est partie chercher quelqu'un de lunaire. Moi, ce que j'entends, c'est que je suis dans la peur, dans le contrôle, et je suis partie chercher un homme, en fait, qui lui, peut-être, va m'amener dans des espaces, justement, de lâcher prise. Et donc, bah là, les systèmes s'entrechoquent, mais en réalité, peuvent être totalement complémentaires. Voilà, si c'est accompagné. Et c'est ce qu'on a fait avec Géraud, puisque moi j'étais vraiment le pavillon de banlieue, le crédit, le 4x4. Vraiment, il faut mettre de l'argent de côté et tout. Et puis Géraud, bah, il est arrivé dans ma vie. Il était avec un sac à dos, sans domicile fixe, et vraiment en mode voyage, côté nomade. Et moi, ça a complètement fait vriller mon système. Sauf qu'au final, je me rends compte que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et pour ça, on s'est fait accompagner, parce qu'on n'avait pas du tout le même rapport à l'argent. Moi, c'est thésauriser. Géraud, c'est non, on a de l'argent, on en profite. Il y a une vie à vivre, la vie est courte, et donc c'est important en fait que chaque jour compte. Mais en même temps, j'ai aussi fait le travail sur mon rapport à l'argent. Aujourd'hui, je suis heureux d'être capable d'aller voir les comptes, de gérer. J'ai fait un travail aussi de présence, de conscience, parce qu'il y avait une part en moi de déni, clairement. Bah, c'est pour ça que j'étais arrivé SDF. Hein. Enfin, j'aime pas ce terme SDF, mais en tout cas, j'avais plus de chez moi, parce que mon système avait aussi ses limites. Donc j'ai amené avec moi un système où on s'autorise des choses. Et Anissa a apporté une structure et un cadre. Et aujourd'hui, ça s'est équilibré. Parce qu'en vrai, je ne suis pas un petit oiseau et que je sais avoir un cadre quand il faut. J'ai vécu au Japon, j'ai eu mon appart, j'ai eu mon job, mon travail. Enfin, voilà, quand il fallait être présent, mature et en conscience avec l'argent, j'ai su le faire aussi. Mais grâce à Anissa, j'ai aussi pu aller dans d'autres espaces, voir plus loin et vraiment poser une stabilité, une conscience au niveau de mon rapport à l'argent qui était aussi une fuite d'énergie et une fuite tout court. Je n'ai pas de questions liées à un contexte particulier. Moi, j'aimerais plutôt te demander, ou vous demander à tous les deux, quel est selon vous le secret de la longévité du couple? Comment faire en sorte que chaque jour soit une aventure? Comment amener de la nouveauté sans tomber dans une routine assassine? Intéressant les mots qui sont utilisés, hein. La notion de assassine, nouveauté, aventure. Voilà, tomber. Donc il y a des mots qui sont utilisés dans la question qui amènent en fait une certaine aventure, une certaine instabilité qu'elle caractériserait par son quotidien. Une peur dans l'encroûtement. Une peur, voilà, de l'encroûtement. Mais derrière, elle veut que ça dure. Et pour moi, il y a un travail à faire là sur qu'est-ce que j'imagine dans le couple, qu'est-ce qu'un couple qui dure finalement, et quel est le risque d'un couple qui dure en fait, hein, la notion de s'encrouter, la peur en fait de mourir à petit feu dans le couple. Voilà, ou de rater quelque chose. Voilà. Alors juste pour, quel est le secret de la longévité du couple? En tout cas pour ma part, c'est vraiment plus j'avance dans la vie et plus en fait je vis cette aventure avec Géraud parce que je sais que chaque jour est différent. J'apprends à me connaître, j'apprends à le connaître et puis tout le reste c'est de l'aventure et c'est de la surprise au final. Parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer tous les jours. Je ne sais pas en fait quelles sont les expériences que je vais vivre. Ce qui est la réalité de la vie. Ce qui est la réalité de la vie. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir cette communication, de s'être faire accompagner, comme on s'est fait accompagner depuis toutes ces années, me permet d'être en conscience de mon système, de mes névroses, entre guillemets, que je peux regarder, de mes blessures, et de me sécuriser dans notre couple en fait. On s'amuse, qu'on rigole, qu'il y ait de la joie. Et je me suis rendu compte que le couple et le mariage étaient pour moi un cadre sécurisant dans lequel, au final, je pouvais m'épanouir. Ce qui était intéressant, c'est que Anissa même, donc, elle a accepté tout ce que j'ai proposé, les challenges, les voyages, certaines rencontres et certains espaces où elle n'aurait pas été elle-même, seule, mais parce que elle-même et parce qu'on aime notre relation et parce qu'on se fait confiance, elle a accepté d'explorer ces espaces avec moi. Et ce qui a fait... En plus, on n'a pas les mêmes peurs, même si des fois ça se rejoint, mais ça nous a permis vraiment d'explorer de nouvelles choses. Et puis il y a surtout, moi je me challenge en fait, c'est-à-dire que je vais constamment explorer de nouveaux espaces en moi. Anissa fait la même chose et la vie nous apporte constamment de nouveaux challenges et on suit en fait ce flow tout en amenant avec nous, nous déplaçant avec notre cadre. Tu sais, on est un peu comme des nomades, on ramène à chaque fois, on va pas dans un nouvel endroit bâtir une nouvelle hutte, on ramène avec nous et on peaufine avec nous au fur et à mesure notre maison et des fois ça dure, on va se poser dans un endroit 7, 8, 10 ans. Mais on est prêt aussi des fois à se déplacer, symboliquement ou pas. Et Anissa, en fait,
a misé sur moi, investi sur moi comme j'ai investi sur elle. Et on prend rien pour acquis. On avait fait une vidéo qui avait beaucoup plu et moins plu à d'autres. C'est qu'on disait qu'on se mariait tous les matins, on se repassait la bague, on se réengageait tous les matins pour 24 heures. Ça ne veut pas dire qu'on se marie pour 24 heures, ça veut juste dire que aujourd'hui, j'ai 24 heures devant moi pour m'offrir et offrir à ma femme ce qu'il y a de plus joyeux, vibrant, mes ombres et mes lumières, moi en tant qu'être qui chemine, qui explore, qui apprend, et elle aussi. Donc il n'y a pas d'ennui, c'est pas possible. Et si une situation ne nous plaît pas, on a le courage désormais, la conscience, la présence et la communication claire et saine de dire « Ok, fuck it, on bouge, on teste autre chose. Fuck it, ce système-là ne marche pas, on teste un autre business, on teste une autre approche, on teste ça. » On ne mange pas ce qu'on nous donne devant nous, on va explorer de nouvelles saveurs. Et ça, on le fait ensemble, pas l'un contre l'autre. C'est la fin de ce numéro spécial Oser l'amour, vos questions sur le couple, la sexualité. Dites-nous si ça vous a plu, donc mettez un pouce, commentez aussi parce que ça nous fera matière pour le prochain podcast. Et aussi, n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo. Merci chérie pour la richesse de tes réponses et puis merci à vous d'avoir posé toutes ces questions et on vous dit à la prochaine. Et rappelez-vous, nous sommes ici pour aimer et être aimés. Invitation à explorer peut-être la façon dont vous aimez, la façon dont vous voulez être aimé, et aller peut-être modifier, changer, explorer ce qui doit l'être. En tout cas, vous savez qu'il existe les artisanes avec Anissa. Moi, j'ai créé le Club des Initiés. Vous pouvez prendre des rendez-vous aussi avec le lien qui est en bio Instagram. Prenez soin de vous.